Bienvenue sur Sud Radio. Comment terminer cette 110e étape du Tour de France avec les Champs-Élysées bien sûr et avec Quentin Caveniz. Comment ça va Quentin? Bonjour Alexandre, bonjour à tous, bonsoir même puisqu'il est tard sur cette épreuve. Ça va très bien pour l'instant. Les vacances bientôt. Oui, très bientôt aussi, donc ça va forcément beaucoup mieux. En tout cas, le rythme pour l'instant sur cette étape du Tour de France ne me fatigue pas trop, sache-le. Oui, les vacances, c'est votre avenir. Évidemment. Quentin Caveniz. Salut Joseph Ruiz. Bonjour Alexandre, bonjour Quentin, bonjour à tous. C'est un vrai plaisir d'être avec vous tous pour cette dernière étape du Tour de France qui, j'espère, va se terminer aussi bien qu'il a commencé, parce que c'est vrai qu'on a eu 21 jours d'un niveau assez exceptionnel. Et d'ailleurs, tu dois porter quand même un maillot, un cuissard aujourd'hui qui est lourd à porter, c'est celui de Rémi Dos Santos. Tu te sens prêt ? Pareil. Non, je me sens pas vraiment prêt. Bon, après, j'ai un peu discuté avec Rémi, il a compris que il a joué un peu le lanceur, le Mathieu Van Der Poel, et là, il va laisser place un peu à son leader sur la dernière partie et sur le sprint final. Et peut-être à Jasper Philipsen, effectivement. Salut Vincent Barthaud, ancien maillot jaune du Tour de France, illustre coureur, consultant Sud Radio. Comment ça va Vincent ? Ça va bien. En direct des Champs-Élysées, il y a du monde, énormément, mais j'espère qu'on va pas avoir de pluie, quoi. Et tu es notre reporter sur les Champs-Élysées, Vincent Barthaud, notre reporter. Et effectivement, le ciel est menaçant, hein, Vincent. Ça pourrait avoir de très lourdes conséquences sur la tenue d'un sprint, par exemple. Exactement, parce que vers les 13h, il s'est mis à pleuvoir énormément. Et on s'est dit, oulala, mais bon, voilà, les prévisions nous mettaient en fait que ça allait un petit peu s'arrêter. Donc il y a eu un meilleur temps, mais là ça va, mais il y a quand même le ciel gris, donc on n'est pas à l'abri d'avoir de la pluie tout à l'heure sur le final. Après on n'est pas bien loin non plus, hein. Les studios Sud Radio sont pas très loin des Champs-Élysées. Et effectivement, le ciel est plutôt menaçant. Bon, on arrive. J'ai voulu venir au studio, hein, mais on n'a pas voulu que je rentre. Il avait des baskets. C'est Quentin Caveniz qui fait la sécurité, et c'est quelque chose de très autoritaire. Oui, ça c'est clair. Puis quand il y a trop de cheveux, on rentre pas. Ce qui n'est pas un problème pour Pascal Chanteur. Salut Pascal. Bonjour à toutes et tous. Écoutez, comment vas-tu Pascal ? Bonjour Pascal. Écoutez, très bien. C'est l'arrivée du Tour de France. 3 semaines d'aventure, parce que c'est une aventure humaine tout d'abord. Et puis, on a la chance que les pavés des Champs-Élysées soient secs. Et ça, c'est fort agréable. Et les coureurs en sont très contents, j'en suis certain. Oui, c'est important. Le ciel menaçant aujourd'hui sera une donnée importante. Pascal, quand on attaque la dernière journée ça fait combien de Tours de France que tu fais toi en tant que représentant de cycliste, enfin de coureurs professionnels, mais aussi en tant que coureur, ça fait combien au total là pour toi ? 3 coureurs finis, terminés, et puis ensuite en tant que consultant pour France Télévisions. Et puis par la suite en tant que représentant des coureurs, et ça va faire, je faisais le calcul, ça va faire 28 ans. 28 Tours de France, terminé. Et quand on arrive à cette dernière étape là, c'est quoi ? C'est de l'émotion, Pascal, ou c'est la hâte que ça se termine ? Écoutez, j'avais 2 invités aujourd'hui avec moi dans la voiture. J'avais Hugo Frey, que tout le monde connaît, hein, bien sûr. Santiano, La Rochelle, le Stade Rochelet, on salue. Maxime Vanner, qui était avec moi aussi et qui est un comédien. Et je leur expliquais que lorsque on arrive et qu'on est sur les hauteurs de Paris et qu'on est prêt à descendre dans Paris et qu'on voit tout ce bassin parisien, ça nous fait un haut le cœur, mais en bien. Et vous vous dites, bon sang, j'y suis arrivé. Et tout de suite après, on voit la Tour Eiffel. Et là, c'est un grand moment. C'est vraiment un grand moment, parce que en plus de ça, on le vit intensément, parce que les anciens nous en ont parlé auparavant, et le fait qu'ils aient pu nous dire, ouais, le Tour de France, c'est dur, c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de douleurs, beaucoup de joie aussi, bien sûr. Avec la douleur, on ne le ferait pas. Mais une fois qu'on voit la Tour Eiffel, eh bien, on oublie pratiquement toutes nos souffrances, et on vit pleinement l'instant, et c'est super.
Ouais, et d'ailleurs l'image aussi est très très belle, Joseph Ruiz, puisque avant de faire le journal des sports, un petit point sur la course avec justement avant d'arriver dans ce bassin parisien là, il y a une petite côte que les coureurs sont en train de gravir à 5% avec le maillot blanc à pois rouge en tête pour le montrer. La côte du pavé des Gardes, pour ceux qui connaissent, qui relie Chaville à la commune de Meudon, et voilà, pour l'avoir fait quelques fois. Exactement, mais même en voiture, les moteurs ont plutôt du mal, et là ils sont en train de la monter. Voilà, ils sont sur, il y a quand même eu du 7%, et ils la montent avec le sourire. Et effectivement, Julien Alaphilippe qui discute tranquillement avec le porteur du maillot à pois, Giulio Ciccone. Ils sont à 73 km de l'arrivée et à 300 mètres du sommet de cette côte du pavé des Gardes. Et oui, on est en retard, clairement. Aujourd'hui, on va arriver un petit peu au-delà, j'ai l'impression, des délais prévus. C'est piano du côté du peloton du Tour de France. On va parler de ce qui s'est passé dans l'information multisport de ce dimanche avec pas mal de football. Et oui, effectivement, et donc pas mal de football avec notamment le match nul qui n'était pas attendu des joueuses de l'équipe de France contre la Jamaïque. C'est la Coupe du Monde et donc les joueuses qui malheureusement ont fait match nul, les joueuses de l'équipe de France, et donc on va en parler dans ce journal, bien évidemment. On en parlera aussi, bien évidemment. On fera un point sur la course et sur ce Tour de France, et on voit Giulio Ciccone, le porteur du maillot à pois, qui passe en tête de cette côte du pavé des Gardes. Les mondiaux de natation avec une performance incroyable, celle de Léon Marchand, sacré champion du monde du 400 mètres et 4 nages, en battant le record de Michael Phelps. Le nageur français de 21 ans a remporté le 3e titre mondial de sa jeune carrière. C'était ce dimanche. Les coureurs du Tour de France donc terminent, on va y revenir, et victoire de Max Verstappen, cauchemar pour les Alpines. Le Grand Prix de Hongrie a été le théâtre d'une nouvelle domination du pilote néerlandais dans sa Red Bull. Pierre Gasly et Esteban Ocon malheureusement ont abandonné dès le premier tour. Sud Radio, le journal des sports. Et la star des mondiaux de natation, c'est lui. À 21 ans, Léon Marchand a battu le record du monde de la légende américaine Michael Phelps dès la première journée de cette compétition à Fukuoka au Japon. Il s'offre un 3e sacre mondial après ses titres mondiaux à Budapest sur le 400 mètres 4 nages et sur le 200 mètres au Japon. Le Toulousain a réalisé un temps exceptionnel, 4:02:50. Il bat donc le temps de Michael Phelps, 4:03:84, de plus d'une seconde. On écoute Léon Marchand à la télé italienne. C'est super, c'est génial. C'est un temps incroyable. Déjà l'année dernière j'avais fait 4:04. Là j'arrive à travailler mieux cette année et faire mieux ce soir, donc c'est génial. J'ai fait la décision de partir aux États-Unis il y a 2 ans. Ça a super bien marché. Je suis avec un super coach, un super groupe d'entraînement. Et voilà, j'en vois les résultats ce soir, donc je suis content. Et oui, on le rappelle, il a rejoint notamment l'ancien coach de Michael Phelps, Bob Bowman, et Michael Phelps qui était présent d'ailleurs dans la piscine au Japon et qui s'est levé pour applaudir le Français. Ce nouveau sacre mondial lui permet d'égaler Laure Manodou, qui avait elle aussi décroché 3 titres en individuel, encore engagé sur le 200 mètres papillon, le 200 mètres brasse et le 200 mètres. Il a désormais l'occasion de dépasser d'une unité Camille Lacour, recordman français du nombre de victoires aux mondiaux, avec 5 sacres dont 4 en individuel. On fait un point sur le direct sur le Tour de France. Et pour rappel, Jonas Vingegaard remporte ce Tour de France devant Tadej Pogacar et Adam Yates. C'est la 2e fois que le Danois remporte la grande boucle. La première fois c'était l'an dernier, et la saison de Jonas Vingegaard n'est pas terminée. Il vient d'annoncer qu'il sera au rendez-vous du Tour d'Espagne. Ce sera à partir du 26 août. Et la sélection de l'équipe de France pour les championnats du monde, elle est connue. C'est Thomas Vauclair qui l'a annoncé au départ. C'était au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, et Julien Alaphilippe et Christophe Laporte en seront. Alors le leader, il n'est pas encore tout à fait défini, a dit Thomas Vauclair. En revanche, ils seront accompagnés de Florian Sénéchal, Valentin Madouas, Benoît Cosnefroy, Brian Cocard, Olivier Legac et Rémi Cavagna. Et ça se passera à Glasgow en Espagne. Et les coureurs sont actuellement à 71 en Écosse, pardon. problème de géographie. J'ai été surpris par un flash qui s'est allumé. C'est Julien Alaphilippe qui a été flashé sur les routes du Tour de France, pas justement un flash. C'est la descente de Meudon. Exactement, la descente de Meudon. Ah, et donc il a été pris. Et celui-là il est dangereux. Exactement. Et il l'avait prévu, Julien Alaphilippe, parce qu'il a posé. Et il aura la photo. Il pourra demander la photo, Julien Alaphilippe. Et oui. Et donc la dernière information, c'est l'avant-dernière information, c'est en
Formule 1 et à la fin on a l'impression que c'est toujours lui qui gagne. Il a été de nouveau intouchable au sein de sa surpuissante Red Bull. Max Verstappen a remporté cet après-midi le Grand Prix de Hongrie de Formule 1. Il était seul au monde dans le Hungaroring et le Néerlandais signe sa 7e victoire consécutive sur le Hungaroring devant la McLaren de Lando Norris et la Red Bull de Sergio Perez. Et donc en football, j'en parlais tout à l'heure, c'est les Bleus qui vont devoir faire mieux, beaucoup mieux pour assouvir leurs ambitions de titre mondial et leur objectif d'atteindre au moins les demi-finales de la Coupe du Monde. Pour leur tout premier match dans la compétition, c'était à Sydney. Eh bien, les joueuses de l'équipe de France n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul 0-0 après une première période dans ses standards. La France a poussé dans le second acte sans trouver l'ouverture face à une équipe jamaïcaine qui était pourtant, on va le dire, largement à la portée des Bleus. Ah oui, une équipe beaucoup plus faible que l'équipe de France et ça va donner beaucoup de travail à Hervé Renard d'ici la prochaine rencontre. Merci José Fruis. Dans un instant sur Sud Radio, on reviendra sur l'étape d'hier et ce virage Pinot qui nous a enivré de bonheur. On reviendra aussi sur le succès de Tadej Pogačar et sur Jonas Vingegaard qui a sécurisé son maillot jaune. À tout de suite. Sud Radio fait son tour. La dernière étape de cette 110e édition du Tour de France, 67,5 km à parcourir jusqu'à l'arrivée aux Champs-Élysées. On arrive bientôt dans Paris pour le peloton du Tour de France regroupé avec bien absolument tout le monde. On a un petit peu accéléré le rythme là, 46 km/h de moyenne sur les quais de Seine devant Microsoft qu'on salue et l'entrée dans Paris dans un instant sous le périphérique qui d'ailleurs on peut vous faire un petit infotrafic, c'est bouché. Quelle surprise. C'est bouché du côté du périphérique extérieur là, ouais, c'est bien bouché. Porte de Versailles, évitez, porte d'ici aussi. Ça a l'air. Et voilà, ça a l'air absolument bouché. Bien sûr, ça va bien se passer devant Sud Radio. On salue les coureurs de loin. Ça va passer. On ira ouvrir la fenêtre, on vous dira. on vous dira effectivement. Mais même s'ils sont quand même de l'autre côté du quai, donc ça va être un petit peu plus loin. Mais voilà, petit cours de géographie parisienne, si ça vous tente sur Sud Radio, c'est cadeau. Évidemment, hier on a vibré comme peut-être jamais pour un coureur français ces 15 dernières années, puisque Thibaut Pinot qui n'a pas gagné du côté des Vosges et du Markstein, mais il a gagné le cœur des Français. Écoutez Thibaut Pinot qui a vécu une journée exceptionnelle avant sa retraite avec notamment ce passage fantastique du côté du virage Pinot. C'était des tops incroyables. J'étais vraiment motivé. Ça faisait quelques jours que j'avais que ça en tête. J'étais pressé d'y être et voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Il manque, je pense, un peu de jambes pour accrocher le groupe des meilleurs, mais l'important pour moi était ailleurs aussi. J'ai pris du plaisir. Pour moi, c'était que du bonheur. Du bonheur et peut-être une émotion à laquelle il ne s'attendait pas. Il a bien profité en tout cas de cette dernière journée de sa carrière sur une étape quand même qui était plutôt montagneuse dans ce Tour de France. Il est parti en échappée sur le petit ballon qu'il connaît par cœur. Le grimpeur de la groupe MFDJ s'est ensuite amusé. Il a profité du moment. Il a versé quelques larmes aussi à l'arrivée. Une émotion peut-être plus forte que prévu. On écoute Thibaut Pinot, montage Rémi Dos Santos au micro d'Eurosport. C'est fou d'être ici alors que c'est mes routes d'entraînement. C'est ici que j'ai toujours. C'est bien, ouais. Je pensais pas que ça me ferait autant d'effet d'être là. Je pensais que ce serait au Tour de Lombardie où j'aurais le cœur serré, mais j'ai l'impression que c'est quand même une page de mon histoire qui se termine ce soir. Donc ouais, c'est plus fort que je pensais. Saleté d'allergie aux yeux, José Fruis, quand même. Quelle émotion on a eu hier avec tous ces événements autour de Thibaut Pinot. C'était exceptionnel. On peut remercier tous ces supporters qui se sont agglutinés dans le petit ballon et qui lui ont fait en fait la sortie qu'il méritait. Ça a donné des images qui étaient exceptionnelles. Et c'est vrai que on s'est rendu compte peut-être de l'amour qui entourait Thibaut Pinot. Lui-même s'en est un tout petit peu rendu compte, peut-être un peu plus encore. Mais c'est vrai que Thibaut Pinot, en fait, on se rend compte que c'est pas le palmarès qui a compté, en tout cas pas le palmarès dans le Tour de France. On espérait qu'il gagne un Tour de France, Thibaut Pinot, voilà. Mais au final, il a quand même un très joli palmarès et il a dit adieu au Tour de France de la plus belle des manières. C'était quand même difficile hier de pas retenir ses larmes en le voyant lui-même être ému, en voyant Marc Madiot l'être, en voyant Warren Barguil refuser des relais à Tom Pidcock quand il était avec Tom Pidcock.
pour ne pas revenir sur Thibaut Pinot, en voyant des coureurs professionnels du monde entier sur les réseaux sociaux et même dans différentes interviews, en fait, dire que ils aiment Thibaut Pinot et que ils l'encourageaient sur cette échappée solitaire. Et puis cette échappée solitaire, elle résume la carrière de Thibaut Pinot. En fait, il nous a offert ce qu'on voulait, un dernier raid solitaire exceptionnel. Et la victoire, elle n'est pas au bout, mais on a vibré, et c'est bien là le plus important, et on a largement de quoi lui dire encore une fois merci pour sa carrière et pour hier. Oui, c'est vrai que comment expliquer cet amour qu'on a pour Thibaut Pinot, que le public français a avec Thibaut Pinot, Pascal Chanteur. C'est quoi? C'est une idée du romantisme à vélo? Qu'est-ce que c'est? Non, mais déjà le personnage en lui-même, le fait qu'il soit grimpeur. Les Français ont toujours aimé les grands grimpeurs. Et Thibaut, il a jamais menti, il a toujours été naturel. Je voyais encore ce matin, et je pense que comme il vient d'être dit, il se rend compte encore plus aujourd'hui de la popularité qu'il peut avoir et l'émotion qu'il a procuré aux gens. J'en veux pour preuve que ce matin, il a longé les barrières qui étaient devant son bus sur plusieurs dizaines de mètres pour aller faire des photos, des selfies, des autographes au public qui était venu s'amasser devant le bus de la Française des Jeux et lui témoigner tout l'amour qu'ils avaient pour la personne qu'il est. Et ça, c'est très important. Et pour lui, déjà, par rapport à l'homme qu'il a été tout au long de sa carrière, parce que ça a toujours été quelqu'un avec des valeurs saines, des valeurs d'éthique irréprochables. Ça a été un combattant. Il a vécu des tourments dans sa carrière. C'est ce qui fait aussi la beauté du personnage. Il a jamais été lisse. Il a jamais été, comment je pourrais dire, froid. Il a toujours suscité de l'émotion et les Français aiment ça en règle générale. C'est il y a un côté latin dans sa façon de conduire un peu. Comment? Il y a un côté un peu latin dans sa façon de courir. Ah oui, pour ça, c'est un combattant. Il n'a pas pu combattre toutes les batailles qu'il a menées comme il aurait voulu le faire, parce que, comme il l'a dit lui-même, à certains moments, il a manqué peut-être de santé, et c'est ce qui lui a fait perdre un certain nombre d'événements sportifs qu'il aurait voulu, sur lesquels il aurait voulu être en toute première ligne. Mais le fait d'avoir déjà fait ce qu'il a fait, c'est déjà grandiose. Et hier, le baroud qu'il a pu mener, parce que c'est pas un baroud d'honneur, il était là pour gagner l'étape. C'est pas juste un tour de vélo pour montrer le maillot. C'était, il a témoigné, il a mené l'étape comme un véritable potentiel vainqueur. Et ça, c'est très important. Il est sorti par la grande porte. Et les gens s'y sont pas trompés. Et bravo à lui, bravo à son équipe, parce qu'ils ont su aussi le porter. Et puis à son manager, Marc Madiot, comme vous en avez parlé, mais il fait aussi partie de cet événement parce qu'il a su garder l'authenticité de ce champion. Oui, un grand champion qui aura marqué le cyclisme français à coup sûr. Qu'est-ce qu'on peut répondre, Vincent Barthaud, à ceux qui disent que on en fait, quand je dis on, c'est les amoureux de vélo, les amoureux de Thibaut Pinot en font trop au regard de son palmarès. Et je mets des grands guillemets à palmarès, parce que qu'est-ce qu'on leur répond à ces gens-là? Avant tout, on apprécie une personne, un coureur, un athlète, pas par rapport à son palmarès. On l'apprécie par les qualités humaines qu'il a, tout simplement. Et voilà, c'est comme ça que t'es aimé auprès des gens, auprès du public. Voilà, c'est pas par rapport à son palmarès. Et son palmarès, c'est sûr, certes qu'il n'est pas au niveau peut-être qu'il aurait dû, mais il avait quand même des moyens limités. Faut pas croire, mais il a réussi quand même à faire quatrième d'un tour, hein, je crois, c'est ça. Voilà, donc quatrième, oui, t'as raison. Oui. Quatrième, donc voilà. C'est vachement bien. Donc il y en a beaucoup qui voudraient essayer de faire quatrième à Paris. Donc voilà, après sur les classiques, il a été champion de France contre la montre, mais c'est sûr que s'il n'avait pas eu toutes ces blessures et autres, s'il n'était pas pris un peu au niveau physique, il était assez fragile.
Mais ça reste une bonne personne. C'est voilà, vaut mieux un mec qui passe partout qu'une grande gueule qui a un bon palmarès et qui passe nulle part. Bien évidemment. Joseph, qu'est-ce qu'on retient sportivement de la carrière de Thibaut Pinot? Est-ce que c'est le Giro où il abandonne, où il perd ce Giro un peu sur un, si je me souviens bien, sur un contre-la-montre? Est-ce que c'est très belle place d'honneur sur le Tour de France? Qu'est-ce que tu retiens, toi? 2019, c'est terrible, effectivement. Je retiens un peu tout. Il a été capable de faire 4 sur un Tour de France. Il a super bien participé au Giro. Au Giro, il aurait eu du mal à le gagner aussi, mais il pouvait peut-être approcher vraiment un podium plus qu'au Tour de France. Il l'a pas fait parce que voilà, il a coincé sur la fin, mais en règle générale, non, ça reste un des meilleurs coureurs français de ces dernières générations. Ouais, Joseph Ruiz, qu'est-ce que tu retiens sportivement? Très sincèrement, ce qu'on fait à son palmarès, c'est le biais français qui est de vouloir voir un Français remporter le Tour de France. Maintenant, il a un podium sur le Tour de France et c'est déjà un bel achèvement. C'est 2014. C'est ouais, exactement. Et alors derrière, en fait, ce qu'on peut aussi regarder, c'est surtout que le palmarès de Thibaut Pinot, certes, il n'a pas gagné de Tour de France, mais il y a des performances qui restent celles d'un performance qui est exceptionnelle. Voilà, il est quand même allé chercher un monument, le Tour de Lombardie 2018, et c'est pas n'importe quel monument. Il y a des centaines et des centaines de coureurs qui en rêveraient. Il faut être un coureur d'une classe différente pour aller la chercher. Il a gagné sur les 3 grands tours, sur la Vuelta, sur le Giro, sur le Tour de France. Et ça, voilà, ce sont des performances d'un grand nom. Il aurait pu une fois potentiellement peut-être être champion du monde, mais cette fois-là, il avait décidé de travailler pour Julien Alaphilippe et pour Romain Bardet. Il s'était mis à la planche pour eux, et voilà, de temps en temps, Thibaut Pinot a su aussi se mettre de côté, comme ça avait été le cas sur ce championnat du monde là. Et quand Romain Bardet avait donc terminé sur le podium du championnat du monde, il aurait pu effectivement avoir un plus gros palmarès encore, parce que des fois son corps l'a lâché sur le Tour de France 2018, quand malheureusement son dos l'a lâché, qu'on a vécu un enfer quand on a allumé la télé et qu'il est rentré et ces images vont nous rester, quand sa pneumopathie sur le Giro l'a emmené carrément à l'hôpital, alors que il était sur une remontée incroyable. Il aurait sans doute pu faire mieux, Thibaut Pinot, on va pas se mentir. 2018, c'est ça, hein. Il était même dans la course pour le gagner, ce Giro en 2018. Bien sûr, il avait fait 4e l'année d'avant. Il avait gagné la 20e étape et il est non partant sur la 21e. Ouais, il aurait pu aller le chercher, mais voilà, il se bat depuis 2019 pour retrouver sa forme. Et puis il nous offre une dernière année qui est quand même une très belle année, avec un Giro. Il s'est battu pendant 3 semaines sur le Giro comme un chiffonnier pour aller chercher une victoire d'étape. Au final, il va chercher le classement de la montagne et là, et une 5e place du général en plus. Donc c'est une très belle dernière année. Je pense que ça, c'est une vision, on le vérifiera jamais, mais je pense que s'il avait continué encore une année, il aurait pu véritablement retrouver un très bon niveau. Mais voilà, au bout d'un moment, Thibaut Pinot a peut-être trop souffert dans sa carrière pour aller au-delà de ça. Et puis Thibaut Pinot est un épicurien, on va dire, et il avait peut-être envie de choisir son autre vie, celle qu'il n'a jamais vraiment laissée de côté, et de retrouver sa ferme et ses biquettes. Et voilà, et le Paris Saint-Germain, effectivement. Exactement, aussi. Et le virage Auteuil. Et le virage Auteuil pour Thibaut Pinot. Merci Quentin, belle intervention, hein, vraiment. Allez, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. On va parler de ce duel, des derniers moments de ce duel entre Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard hier. Et en a-t-il vraiment eu un duel hier? Et puis on vous pose aussi une question sur la page Twitter Sud Radio, un sondage qui est en ligne maintenant depuis un petit moment. Que retenez-vous de ce Tour de France 2023? On se posera la question plus largement plus tard dans l'émission. 4 propositions: le duel Pogačar-Vingegaard, la domination de Philipsen, la victoire de Victor Lafay, et enfin les Français loin au général. Vous pouvez voter sur la page Twitter Sud Radio, vous êtes déjà plus de 250 votants, et continuez d'intervenir. 0826 300 5 centimes l'appel pour parler vélo sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio fait son tour, les coureurs qui entrent sur le circuit final pour la première fois sur les Champs-Élysées, 55,5 km de l'arrivée. Joseph Ruiz, on est avec Quentin Cavanis, avec Vincent Barthaud, Pascal Chanteur.
le peloton est un petit rythme aujourd'hui, Joseph. On est un petit peu en deçà des prévisions de l'organisation. Et c'est une première cette année. Hein. Ouais, effectivement, un Tour de France qui a été mené tambour battant depuis le départ au Pays Basque. Mais là, ça fait une dizaine de kilomètres que la Jumbo-Visma a pris le contrôle et les rênes de ce peloton et commence à tirer le peloton à une 50aine de km/h. Donc voilà, on commence un peu à gérer les attaques, à filtrer. On est à 55 km de l'arrivée. Il y a 8 tours à faire sur les Champs-Élysées. Et ce premier passage sur la ligne d'arrivée, c'est actuellement. Et voilà, et la Jumbo-Visma qui est en train de monter le rythme tranquillement mais sûrement avec Jonas Vingegaard, tout simplement le maillot jaune qui se paye l'honneur de franchir le premier la ligne d'arrivée. Bah voilà l'image avec donc Jonas Vingegaard qui fait ce premier passage sur les Champs-Élysées et la Jumbo-Visma alignée pour passer devant les supporters. Vincent Barthaud, notre reporter sur les Champs-Élysées, c'est à quel rythme là, Vincent? Ça roule normalement, on se concentre, on prend d'abord les bons endroits pour sur les pavés. Là, ils sont juste en train de passer devant nous. Il y a eu la patrouille de France qui était juste au-dessus. Et là, voilà, ça roule vraiment très très fort avec l'équipe de Alain Philippe qui est en train d'emmener. Tout le monde était en train de chercher sa place. On a vu Madouas, on a vu Vingegaard. Ils sont tous là avec des visages quand même relativement fatigués. Et on vient de voir aussi au passage Thibaut Pinot sur les dernières positions. Vincent, s'il vous plaît. Non, oui. C'est comme la patrouille de France, c'est 2 petits avions qui viennent de passer. Ouais, mais pour moi, c'est la patrouille de France, c'est les mêmes. Dans 2 ans, ils y seront. Il y a 2 avions, c'est la patrouille de France. Allez, c'est Pascal Chanteur, spécialiste de la patrouille de France. Merci d'être factuel. Merci beaucoup Pascal de rétablir la vérité. En tout cas, si à chaque fois il s'enflamme comme ça, Vincent va le perdre. Ah non, mais ça va être génial. On va se régaler avec Vincent. Vincent, on va se régaler aujourd'hui. On va continuer de se régaler. Tiens, d'ailleurs, avec le conseil de classe de ce Tour de France, on récapitule le Tour de France. Ça, c'est dans un instant sur Sud Radio, puisque c'est vrai que ça a été quand même un Tour de France très très intéressant à débriefer. Revenons un tout petit peu sur l'étape d'hier. On continue. On a évoqué Thibaut Pinot il y a quelques instants, mais on a surtout eu la victoire de Tadej Pogačar qui se sentait mieux. On écoute Tadej Pogačar, montage Rémi Dos Santos. Il était au micro d'Eurosport. Après une semaine si difficile, je me suis à nouveau senti moi-même sur le vélo aujourd'hui. J'étais vraiment très heureux dès le début de me sentir bien. J'ai essayé de partir en solitaire pour gagner en solitaire, mais après l'attaque, Jonas était très fort, Félix Gall aussi, ils sont revenus. Et puis il y avait les 2 frères Yates et Adam m'a très bien lancé le sprint, donc c'était beaucoup plus facile dans le final pour moi. Moins de nervosité, c'était très bien pour finir. Oui, beau final, en tout cas bien négocié par UAE. Que s'est-il passé entre Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard hier, Joseph Ruiz? Il y a eu un jeu de dupe, on va dire. En fait, c'est plutôt l'attitude de Jonas Vingegaard qui n'a pas été totalement comprise. 7 minutes d'avance, reste dans la roue de Tadej Pogačar comme s'il n'en avait finalement que 30 sur la dernière étape. Jonas Vingegaard n'avait pas envie vraisemblablement de prendre le risque d'attaquer, et il est resté dans la roue de Tadej Pogačar qui s'est aperçu qu'il ne pouvait pas vraiment décrocher de la roue de Jonas Vingegaard, et qui finalement a décidé de suivre le rythme de Félix Gall. En tout cas, il y a eu un dernier regard qui était très fort et qui était à l'image de ce duel sur ce Tour de France qui s'est terminé sur une victoire assez large de Jonas Vingegaard, mais qui restera dans nos mémoires avec cette bataille dans les Pyrénées. Mais hier, clairement, Jonas Vingegaard a cherché à montrer peut-être à Tadej Pogačar qu'il serait dans sa roue, et il prenait peut-être rendez-vous aussi un tout petit peu pour l'année prochaine. Oui, c'est vrai que c'était un peu étonnant cette attitude de Jonas Vingegaard, en tout cas qui a ramené le maillot jaune. On l'écoute. Bien évidemment, j'aurais voulu gagner l'étape. Mais pour moi, ce qui est plus important aujourd'hui, c'était de garder ce maillot jaune. C'était le cas. Si j'avais pu gagner l'étape, bien évidemment, ça aurait été formidable. Mais au bout du compte, je savais que je n'avais aucune chance contre Tadej dans un sprint. Donc j'ai essayé l'attaque surprise. Ça n'a pas vraiment bien fonctionné. Mais voilà, je suis très heureux de tout
toujours être en jaune aujourd'hui et de le ramener demain à Paris. Alors il a fait l'attaque surprise au moment du sprint. Je suis pas sûr que c'était le meilleur endroit pour le faire. Joseph Ruiz, on va évoquer dans un instant. Tu sais quoi, on va tenter. Il a tenté et ça va nous amener vers un sujet important. C'est le conseil de classe de ce Tour de France. Sud Radio fait son Tour de France. Le conseil de classe. Bah oui, parce qu'on va en parler de la Jumbo-Visma. Évidemment, on va beaucoup en parler. Avertissement, compliment, félicitations. 3 catégories. On revient sur ce Tour de France avec ce conseil de classe. Quelles sont les équipes qui sont illustrées dans ces catégories-là, dans les avertissements, les compliments et les félicitations? On ne s'est pas concerté. On est là pour parler vrai sur Sud Radio et on attaque par les avertissements. Vous avez été fini à la piste ou quoi là? Avertissement. Franchement, c'est lourd. C'est lourd et puis ça va être sale. C'est toi. T'es lourd et t'es sale. Dégage. Ouais, bah, je vais dehors. Allez, dehors. Dégage, dégage. Allez, dehors. Allez, dehors. L'envoie. Allez, dehors. Dégage. Allez, dehors. Voilà, le montage de Quentin Cavanis, c'est assez équivoque. Voilà, dehors, dégage. Voilà. Bon, avertissement acquis dans ce Tour de France en globalité, bien évidemment. On commence par Pascal Chanteur qui est le premier à intervenir dans ce conseil de classe de cette 110e édition du Tour de France. Pascal. L'auto Jumbo Visma. Pour plein de choses. Alors, première chose. Il gagne le Tour de France quand même. Comment? Tu parles il gagne le Tour de France quand même. Oui, mais c'est ce que j'allais dire. Ils gagnent le Tour de France parce qu'ils ont le leader et le coureur le plus fort de ce Tour de France. Mais tactiquement, énormément de journées, on s'est plutôt interrogé sur leur manière de faire. Vingegaard a écrasé le contre-la-montre. Mais à côté de ça, les erreurs au quotidien ont été pléthores. Voilà, donc ça c'est première chose. Deuxième chose, pourquoi Jumbo-Visma? Parce que je pense qu'à un moment donné, leur manager général devrait plutôt s'occuper de leur équipe, de son équipe, plutôt que de s'occuper des autres. Parce que, comme vous l'avez signalé hier, il y avait une petite polémique avec Marc Madiot. Mais ça ne remonte pas qu'hier, c'était il n'y a pas plus tard qu'au début du Tour de France, c'était avec Cofidis, avec Cédric Vasseur, et je trouve ça un petit peu dommageable, parce qu'on se doit d'avoir la victoire, comment je pourrais dire, on doit être quelqu'un d'humble dans la victoire, comme surtout dans la défaite bien sûr, mais surtout dans la victoire. Parce que d'énerver les adversaires, c'est jamais très bon et un jour ou l'autre, vous pouvez le payer. Alors qu'il se passe quelque chose d'incroyable sur les routes du Tour de France. Il se passe quelque chose d'incroyable sur les routes du Tour de France, mesdames et messieurs. C'est Tadej Pogačar, tout simplement, qui a attaqué. On a vu des attaques, on peut dire normales, de Julien Alaphilippe, de Pascal Encorn, de Michal Kwiatkowski, de Fred Frison pour la Lotto. Mais là, c'est tout simplement Tadej Pogačar qui est en train de dévaler la descente des Champs-Élysées. Maillot blanc sur le dos. Et il est complètement fou, ce coureur. Il a été pris en chasse par un équipier de la Lotto Jumbo. T'as l'impression qu'il descend, mais c'est parce qu'en fait il est en train de monter très très fort. Il est en train de monter très très fort. T'as des Pogačar et j'ai l'impression que le message il est pour Jonas Vingegaard. Et il est en train de demander et il est en train de demander un relais à l'équipier de Jonas Vingegaard qui me semble être Nathan Van Hooydonk. J'en suis pas totalement certain. Il est grand, ça. Mais voilà, il a demandé un relais et bien évidemment il s'est rendu compte que c'était un Jumbo-Visma. Mais quel coureur incroyable de panache, Tadej Pogačar. Il a peut-être pas gagné le Tour de France, mais tous les jours un peu plus, il est en train tout simplement de rentrer dans le cœur des spectateurs du Tour de France et il est un peu en train de tenser, on va dire, Nathan Van Hooydonk, l'équipier, on le rappelle, de Jonas Vingegaard, en lui demandant mais pourquoi est-ce que tu passes pas? Il lui dit mais c'est bizarre, bien sûr que je passe pas. Et donc c'est quand même une image qui est absolument démentielle. Non mais Joseph, l'image quand même est dingue, c'est que depuis 3 semaines, Jonas Vingegaard il est toujours, excusez-moi du terme, au cul de Tadej Pogačar. Et là il lui dit bah vas-y, t'as vraiment envie de me coller, bah vas-y viens, c'est pas toi, c'est Van Hooydonk, bah dis à ton pote de venir, on va discuter tous les deux. Et il continue à se retourner. Vincent Barthaud, elle est incroyable l'image, Vincent Barthaud.
Oui, effectivement, elle est incroyable, c'est pour le fun, mais il va quand même avoir du mal à... Ah oui, 45 km. À s'échapper forcément, mais voilà, il est en train de nous montrer qu'il a retrouvé des bonnes sensations et voilà, même si ça va être une déception pour lui de finir deuxième. Est-ce qu'il faudrait pas l'emmener sur la Vuelta avec les cannes qu'il a là? Ah, ça, je sais pas, faut demander aux entraîneurs, faut lui demander à lui. Mais je suis pas sûr, parce qu'avec la pression du Tour, se reconcentrer sur la Vuelta, mais c'est fort possible qu'il aille sur la Vuelta, mais je pense pas. Hein. Il y aura Vingegaard et Roglic. Ah, s'il y a Vingegaard, peut-être que c'est le moment d'envoyer ça a été annoncé, hein, il y sera avec Roglic. Donc, ça promet. En tout cas, l'image était super. On reprend le fil de notre conseil de classe. Après, donc, on peut se demander pourquoi il passe pas. Hein, le jumbo, Nathan Van Hooydonk. Donc, pourquoi est-ce qu'il passe pas? Il va pas le perdre, le Tour de France et Jonas Vingegaard. Mais il peut très bien passer, Nathan Van Hooydonk, et qu'il se fasse plaisir. Jonas Vingegaard a gagné le Tour de France. Wout van Aert ne peut pas faire le sprint. Peut-être que c'est pour Christophe Laporte aujourd'hui. Ce n'est même pas certain qu'il fasse un podium. Nathan Van Hooydonk, qui se fasse plaisir un petit peu. Là, je ne sais pas pourquoi il passe pas. Je reconnais. La notion de plaisir chez Jumbo-Visma est très relative et c'est ce que disait il y a un instant Pascal Chanteur, donc qui a mis la Jumbo-Visma en avertissement. Joseph Ruiz, avertissement à qui dans ce Tour de France? Je dois reconnaître que ça me fait forcément mal au cœur, mais mis de côté Thibaut Pinot qui s'est battu comme un beau diable, je mettrai un avertissement global à la Groupama FDJ, étant donné que on était venu pour un podium, on ne vient pas le chercher. David Gaudu le dit et le répète qu'il fait les mêmes chiffres que l'an dernier, à cela près que à son âge, je pense que faire les mêmes chiffres, c'est excellent et c'est une bonne chose. Mais peut-être on pourrait lui reprocher de ne pas faire mieux que la dernière année. Et après, c'est une gestion globale sur la communication que je n'ai pas totalement compris du côté de la Groupama FDJ. Ne pas emmener Arnaud Démare, ne pas être capable de jouer sur deux tableaux. Je pense que ça aurait été possible avec Arnaud Démare d'aller chercher des victoires d'étape et ne pas prendre non plus Michael Storer, qui aurait pu être un équipier très intéressant aussi pour David Gaudu. Donc ça me fait mal, je le reconnais, mais j'avais énormément d'attentes pour la Groupama FDJ, qui est la meilleure équipe française. Et malheureusement, à la sortie de ce Tour de France, c'est plutôt un échec pour l'équipe, hormis bien évidemment ce que nous a offert Thibaut Pinot, qui s'est battu avec ses armes parce qu'il avait déjà aussi fait un Giro exceptionnel. Vincent Barthaud, avertissement à qui? Ouais, pareil, je vais mettre à la Groupama FDJ, voilà, parce qu'on visait un podium. Je vais pas répéter la même chose, mais voilà, on s'en sort sans victoire d'étape et voilà, même si s'ils sont battus avec leurs armes, mais voilà, il n'y a pas le podium, donc voilà, ça sera pour eux aussi. Moi, je la donne à une équipe qu'on n'a pas vue, malgré leur maillot absolument horrible visuellement. Alexander Kristoff, Jonas Abrahamsen, Anton Charmig, Tobias Johansson, Rasmus Stiller, Thorsten Train, Søren Varensgold et Jonas Gregard. La Uno X, pas vu, pas pris. Pas vu, pas pris. Mais les 8 sont à la fin. Alors les 8 sont là, mais je suis assez d'accord. On a vu des fois la Uno X rouler en tête de peloton pour une potentielle 10e place. Après, bon, il y a des coureurs d'avenir chez Uno X, c'est leur premier Tour de France. Non, mais j'avoue, c'est un peu gratuit, hein, mais bon. Mais voilà. Mais je reconnais que Uno X aurait pu faire un tout petit peu mieux. Après, il y a une découverte. Voilà, ils y vont à tâtons. L'équipe scandinave, on va dire. Ouais, ils iront tâtonner. Quentin Cavanis. Moi, je vais suivre Joseph et Vincent sur la Groupama FDJ, parce que voilà, ils avaient annoncé un podium, ça finit à peine dans le top 10. On aurait pu espérer une victoire d'étape, au final il n'y en a pas. Donc par exemple, ils font moins bien que Cofidis sur ce tour, et on pouvait espérer beaucoup mieux de la part de la Groupama FDJ. Donc voilà, c'est de la déception. Ouais. De la déception, alors que Matteo Trentin a changé de vélo, petit problème mécanique. Il a tout simplement sa selle qui s'est éclatée en deux sans aucune raison. Il s'est assis, il a failli chuter, l'équipier de Tadej Pogacar, alors que Nathan Van Hooydonk en tête de la course est passé avec Tadej Pogacar une fois. Peut-être s'est-il rendu compte qu'il n'y avait pas trop d'intérêt à ne pas passer, qu'il fallait peut-être se faire plaisir sur une dernière étape et surtout sur le Tour de France. Mais là, il s'est remis dans la roue, un peu comme Jonas Vingegaard d'ailleurs hier. Voilà, il faut rester dans la roue de Tadej Pogacar du côté de Jumbo-Visma, c'est une maxime obligatoire. Place nos compliments. Pour les gâter, je vais vous le dire direct, la pépite qu'on cherche, elle va venir de chez moi. Tu es courageux, on le sait tous. Le plus important, c'est l'honnêteté, l'intégrité, le travail. La chance n'a rien à voir là-dedans, mademoiselle. Juste le talent. Et juste le travail aussi. Et la santé.
Ah oui. Et la chance. T'as dit Vous avez la chance. Qui l'a dit Et ouais, la chance, la santé et des compliments pour une équipe de ce Tour de France. Vincent Barthaud, c'est toi qui inaugure les compliments. Compliments à qui? Ouais, moi, je vais complimenter les Alpecin avec Jasper Philipsen parce que 4 étapes, c'est pas forcément évident à gérer. Quand t'as un grand sprinter comme le sien, ça demande beaucoup de concentration et eux, ils se sont pas loupés puisqu'il en a gagné 4. C'est tout simplement magnifique. Pour la Alpecin de Koenig, Pascal Chanteur. Compliment à qui? Moi, je vais prendre UAE Emirates. Et pour tout là, tout ce qu'il y a d'inversé par rapport à ce que j'ai dit sur le Jumbo-Visma. D'abord, la tactique de course, bonne tactique de course, le nombre de victoires par d'étapes, le spectacle qu'ils nous ont offert, que ce soit du premier jour à Bilbao avec Adam Yates jusqu'à aujourd'hui encore l'échappée de Pogacar sur les Champs-Élysées. C'est une équipe qui a une identité d'attaque, d'aller vers l'avant, et puis pour finir un manager qui a une image bienveillante vis-à-vis des uns et des autres. Et ça, André Hopnohan? Comment? Simone Pedrazzini, qui ça? Je parle de Mauro Gianetti, qui est toujours, oui, bien sûr. qui a toujours un mot sympathique, qu'il soit dans la défaite comme dans la victoire. Et ça, c'est important. Alors après, on peut mettre en avant un passé sulfureux, mais je reconnais à ce manager et au management humain qu'il peut avoir tout à fait honorable et respectueux. Voilà donc l'hommage appuyé de la part de Pascal Chanteur à Team UAE. Joseph Ruiz. Eh ben moi je vais aller sur le Team Ineos. Le Team Ineos qui se présentait sur ce Tour de France sans par exemple un Geraint Thomas qui avait fait un podium l'an dernier. Et c'est vrai que le Team Ineos a toujours eu l'habitude de se présenter sur un Tour de France avec un potentiel vainqueur de Tour de France. Cette année il se présentait avec une équipe hybride et a révélé un peu plus Carlos Rodriguez qu'on avait déjà vu sur la Vuelta mais qui n'avait pas su confirmer en troisième semaine, 22 ans. Et Carlos Rodriguez, là encore, il a un peu craqué sur le col de la Lose, mais il a beaucoup d'avenir, Carlos Rodriguez. Mais dès que le Team Ineos a senti que Carlos Rodriguez, son jeune leader de 22 ans espagnol, n'était pas en capacité peut-être d'aller chercher un podium, et ben ils ont su donner des tickets de sortie à d'autres coureurs. Et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié par exemple la victoire de Michał Kwiatkowski en Grand Colombier. Elle était exceptionnelle. Et celle le lendemain aussi de Carlos Rodriguez qui avait su profiter d'un marquage entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar pour aller l'emporter à Morzine. Et voilà, je trouve que c'est la capacité de rebond qui m'a intéressé chez ce team Ineos qui a été marqué par l'énorme chute d'Egan Bernal il y a maintenant 2 ans. Egan Bernal qui a passé ce Tour de France de manière relativement transparente, mais voilà, ils ont su avoir une capacité de rebond qui m'a intéressé. Moi je mets une petite pièce sur la Lidl Trek. J'ai beaucoup aimé le duo Skelmose-Ciccone et puis victoire de Max Pedersen aussi. Voilà, c'est en plus d'avoir un maillot très sympa. Ça c'est pas partagé par tout le monde. Oui, moi je suis d'accord. C'est d'accord avec moi. Alors je donc, suis d'accord aussi, Alexandre. Je suis d'accord aussi. Et ça fait du bien de voir une équipe qui vise véritablement le maillot à poids comme Giulio Ciccone l'a fait. Et il y a eu une belle célébration hier. C'était une des grosses images avec celle de Thibaut Pinot. Et qu'est-ce que rapidement ça fait du bien. Moi je vais mettre mes compliments à la Bahrain Victorious qui sont arrivés dans des conditions compliquées, qui ont quand même fait 3 victoires d'étape sur ce Tour. Voilà. Bravo, avec un leader qui a explosé en plus. Donc, Et mon nom restera gravé dans le marbre de l'histoire. J'adore quand tu dis ça, j'adore. Félicitations. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Vous avez été formidable. Formidable, une fois encore. Ouais. J'ai pas de mots. Vous m'avez rendu très fier, vous nous avez tous rendu hyper fiers. Ouais. Félicitations à qui rapidement, très rapidement, Joseph Ruiz. Alors je reconnais, je m'y attendais pas, mais je vais quand même mettre la Jumbo-Visma vainqueur sur ce Tour de France, qui des fois a peut-être fait des erreurs. Quand même. Et puis qui nous a offert un spectacle des fois à son insu, mais qui a mis le feu dans certaines étapes, tout le temps d'ailleurs, au détriment d'un Wout van Aert qui a foutu un peu d'énergie partout. Mais je vais les mettre pour la Jumbo-Visma qui au final remporte ce Tour de France.
C'est à vomir. Quentin Cabanis. Je vais suivre Joseph Ruiz. Et ils ont remporté le maillot jaune avec plus de 7 minutes d'avance. Donc félicitations à eux. Non mais toi c'est parce que c'est ton esprit de contradiction. Moi j'aime Quentin Cabanis. Pascal Chanteur, t'as entendu tout ça là? On met félicitations à qui nous? Eh bien moi, félicitations à Jasper Philipsen et De Koninck parce que autant j'ai adoré la série Netflix du Tour de France 2022, autant j'espère que cette même série réhabilitera Jasper Philipsen par rapport à l'image qu'ils ont pu laisser paraître de ce coureur qui est bien aidé par le directeur sportif aussi. Bien aidé par le directeur sportif qui a bien fait en sorte que la série Netflix appuie sur son côté un peu désastreux. Certainement. Et Jasper Philipsen, c'est exactement le contraire de ce qu'on a pu voir dans la série. Donc Jasper Philipsen surtout. Voilà. Vincent Barthaud, tes félicitations pour clôturer. La Jumbo, forcément, sans aucune discussion. Et, on a beau dire tout comment ils ont fait, la tactique, machin. C'est eux qui gagnent par équipe et le classement général. Donc, il y a absolument rien à dire. Ça me tue. Moi je vais donner la Cofidis. Voilà, 2 victoires. On les attendait depuis 15 ans. Je pense que cette équipe est allée au-delà de ce qui était prévu pour elle. Elle y croyait et elle a bien fait d'y croire. Allez, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Justement, on va revenir sur ce Tour de France. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ok, je peux enregistrer ma voix sur mon profil mythique. Bon, mon week-end idéal, c'est du temps passé avec toi. Oh, c'est chelou de dire ça. Elles disent quoi les autres? Et c'est là que Sophie et Myriam ont basculé dans une vraie histoire d'amour. Moi, mon week-end idéal, c'est passer du temps avec toi. Waouh, hyper fleur bleue, désolée. Avec Mythique, découvrez les célibataires au son de leur voix. Téléchargez Mythique. Domino's. Ah, j'ai envie d'une bonne pizza. T'as pas un bon plan? Mais si, chez Domino's jusqu'au 15 août, ta pizza médium à emporter est à 6 € sur 6 recettes au choix. Seulement 6 € la pizza médium chez Domino's? Ça, c'est du Summer Deal. Offre non cumulable, voire conditions et magasins participants sur dominos.fr. Summer Deal égale bon plan de l'été. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Sud Radio Sarlat. 107.1. Sud Radio. Renault. Longue vie aux voitures à vivre. L'autre nuit, j'ai rêvé que je décrochais toutes les récompenses. Meilleur acteur, José Garcia. Meilleur scénariste, José Garcia. Meilleur réalisateur, José Garcia. J'étais numéro 1. Renault Car Service est élu numéro 1 du service après-vente et meilleur service relation client automobile depuis 7 années consécutives. Avec ce palmarès, qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Prise de rendez-vous sur Renault.fr ou sur l'appli My Renault. L'Automobile Magazine, classement des lecteurs 2022. Renault. Les fromages et produits frais lait de brebis 64 présentent. Sud Radio fait son tour de France. Alexandre Priam. Sud Radio fait son tour pour la dernière fois de cette 110e édition. 35 km de l'arrivée. Joseph Ruiz, on est dans le circuit parisien sur les Champs-Élysées avec quelques coureurs en tête. Ils sont actuellement au nombre de 10 en tête. Alors exactement, il y avait un groupe de 10 dont 3 coureurs se sont extirpés. On voit Mathias Kelmose et son maillot de champion du Danemark avec Alberto Bettiol et toujours Tadej Pogacar. Il est toujours en tête de la course. C'est 3 costauds, hein. 3 costauds. Alors ils sont en train d'être rattrapés par un certain nombre de coureurs et un groupe dont est composé Nathan Van Hooydonk, Michał Kwiatkowski, Yves Lampart, Matej Mohoric, Nils Politt, Alex Edmondson et Harold Terrada. Et voilà, ils ont 5 secondes d'avance avec un peloton qui est tiré par les équipiers de Dylan Groenewegen, les coureurs de la Jayco Alula. Ouais, les coureurs de la Jayco avec ce petit groupe là quand même qui fait son bonhomme de chemin. Vincent Barthaud, tu les as vus passer encore une fois il y a quelques instants. Ouais, excuse-moi, j'ai pas entendu Alexandre, vas-y, dis-moi. Je disais ce groupe là, ce petit groupe avec Tadej Pogacar, Alberto Bettiol, Mathias Kelmose qui fait toujours son petit bonhomme de chemin. Oui, c'est un groupe qui vient de se former, ils sont une petite dizaine, mais ça sera toujours compliqué derrière parce que ça roule très très vite, il y a aucune temporisation, donc on va commencer à préparer pour les sprinteurs, mais le groupe de devant forcément n'a aucune chance.
Ouais, effectivement, et on fera d'ailleurs dans quelques minutes un point sur l'Oreillette. L'Oreillette Sud Radio, ce sera aux alentours de 19h10. Pascal Chanteur. Ouais, non, là je disais, là il y a quand même du sport. Hein. Comme dit Vincent, ça va être difficile. Mais quand je vois le visage de Pogacar, il s'amuse pas. Hein. Là, c'est pas. Non, mais là il va pas pour le plaisir. Hein. Il balade sur les Champs-Élysées. Hein. Non, ça c'est clair. Il donne tout. Il aimerait bien que ses compagnons en fassent de même, mais ça a l'air d'être le cas désormais avec Mathias Kielmose qui est en train de rouler justement en tête de ce groupe de 10 coureurs, Joseph Ruiz. Oui, alors que le problème pour ce groupe-là qui est en train d'être rattrapé par le peloton, voilà, la jonction est faite. Le problème a été malheureusement pour Tadej Pogacar qui continue d'essayer de tout tenter. On le voit en train de souffrir le maillot blanc de ce Tour de France, mais que tous les coureurs n'ont pas vraiment collaboré. Je pense notamment à Alex Edmondson, le coureur de la DSM, qui lui ne voulait pas passer étant donné que son équipier Sam Welsford veut aller sprinter. Nils Politt non plus ne passait pas pour la Bora. Ça c'est un peu plus compliqué à comprendre. Ils sont là pour protéger des coureurs qui potentiellement peuvent aller chercher le sprint. Voilà, je pensais à Jordi Meus, le coureur de la Bora. Ils sont là pour protéger leurs sprinters et on voit en gros un énorme travail de fond de la part notamment de la Soudal Quick-Step, l'équipe de Julien Alaphilippe et de la Lotto. Ils sont très présents dans les coups. La Groupama est très présente. Voilà, toutes ces équipes qui vont essayer de déjouer le jeu des équipes de sprinters, mais aujourd'hui ils sont quand même assez nombreux. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais ça risque d'être quand même assez compliqué aujourd'hui pour sortir de ce peloton qui est lancé à plus de 60 km/h sur les Champs-Élysées. Et voilà, on est encore à 32 km de l'arrivée. Dans un instant sur Sud Radio, on reviendra sur les grands temps forts de ce Tour de France. On fera l'Oreillette et puis ce sera l'arrivée. À tout de suite. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 19h. Parlons vrai. Les informations, c'est avec Valentin Bonjean. Bonsoir Valentin. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Une information judiciaire ouverte pour tentative d'assassinat après l'attaque contre le domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses. La maison de l'élu francilien avait été ciblée un soir lors des émeutes qui ont suivi la mort du jeune Naël. Une voiture bélier a été projetée contre le bâtiment. Sa femme a été blessée en mettant ses 2 enfants à l'abri. Elle a dû être hospitalisée. 2 jours après le remaniement, Matignon a appelé les ministres nouvellement nommés au gouvernement à respecter une parité d'au moins 40% dans leur cabinet. Le directeur de cabinet d'Elisabeth Borne exige également que des femmes soient désignées au poste de direction. La loi du 19 juillet 2023 fixe un objectif de parité 50-50 dans les cabinets ministériels d'ici au 1er janvier 2026. Dans le reste de l'actualité, c'est du jamais vu. En Grèce, une opération d'évacuation massive sur l'île de Rhodes. 30 000 personnes, habitants et touristes évacués par les autorités. C'est la conséquence de ce feu de forêt qui fait rage depuis 6 jours sur cette île située entre la mer Égée et la mer Méditerranée. En Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky promet des représailles suite à cette frappe russe la nuit dernière contre la ville portuaire d'Odessa. Une nouvelle offensive qui a fait au moins 2 morts et 22 blessés. Ce matin, Moscou a affirmé avoir ciblé des lieux où se préparaient des actes terroristes contre la Russie. On passe au sport à présent et 7 médailles d'or pour Léon Marchand aux mondiaux de natation au Japon. Le nageur toulousain a décroché le 3e titre de champion du monde de sa carrière sur le 400 mètres 4 nages. Mieux encore, il a fait tomber le record mondial qui avait été fixé par l'américain Michael Phelps. C'est de très bon augure à 1 an des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Et puis l'alerte orange aux orages activée pour 9 départements de l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Haute-Savoie, la Savoie, l'Ain, l'Isère, le Rhône, la Loire, la Haute-Loire, l'Ardèche et la Drôme sont concernés. Les Alpes-Maritimes et la Corse sont placés en vigilance orange pour la canicule. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité. Merci d'être avec nous. Passez une excellente soirée. Les fromages et produits frais lait de brebis 64 présentent Sud Radio fait son tour de France. Alexandre Priam. Sud Radio fait son tour de France. On est à 28 km de l'arrivée avec toujours des coureurs qui essayent de sortir de ce peloton, mais la situation est tellement difficile pour sortir de ce peloton. 6 secondes, Tadej Pogacar a été rattrapé tout à l'heure. Alors pas vraiment, il est reparti. Il est reparti. Ah bah voilà. Non mais il est intenable aujourd'hui, tout simplement. Il est reparti avec un nouveau groupe. Alors il essaye de ressortir en tout cas. Voilà, il tente de ressortir, mais là c'est à la finlandienne. Il y a un groupe FDJ qui a sauté dans sa roue. Il veut pas laisser partir Nelson Oliveira, Simon Clark et Frédéric Frison. Ah bah exactement. Il y a un groupe de 3 devant des coureurs dont tu viens de prononcer le nom du coup, qui ont 7 secondes d'avance. Et là Tadej Pogacar, il a du feu dans les jambes. Il est lancé à 50 km/h. Voilà, il s'est un tout petit peu garé là Tadej Pogacar, mais à n'en pas douter, d'ici 5-10 minutes il devrait repartir, le Slovène.
Mais c'est qu'il a trop vu Vingegaard pendant le tour, là il a dit attends je donne tout, je l'éloigne le plus possible, je veux plus le voir. je veux plus en entendre parler. Revenons justement sur ce Tour de France 2023, sur cette 110e édition. Que retenez-vous de ce Tour de France? 4 propositions, le duel Pogačar-Vingegaard, la domination de Philipsen, la victoire de Lafay à Saint-Sébastien ou les Français loin au général. Les 4 propositions, parlons d'abord de ce que vous avez choisi vous dans ces 4 propositions. Pascal Chanteur, qu'est-ce que tu retiens de ce Tour de France 2023? Tout d'abord de cette confrontation entre 2 très grands champions qui avaient du mal à se départager une grande partie de ce Tour de France, et il a certainement fallu une préparation un petit peu diminuée de la part d'un des deux pour que ça fasse pencher la balance du côté de Vingegaard. Mais je pense que Pogačar est encore jeune. Il a comment je pourrais dire, il a appris des erreurs de l'année dernière, et cette année, bien, il a eu un peu de malchance sur Liège-Bastogne-Liège qui l'a blessé suite à sa chute. Et je pense qu'il va encore analyser tout cela et pour être encore plus fort l'année prochaine. Vingegaard de son côté, il s'est encore un peu plus amélioré que l'année dernière. Rendez-vous compte, Pogačar 2 fois vainqueur du Tour de France, 2 fois deuxième du Tour de France à 24 ans. Il concourra l'année prochaine sans pouvoir accrocher le maillot blanc parce qu'il aura dépassé l'âge, mais ça laisse encore de belles lignes. Il a 26 ans, il me semble, Jonas Vingegaard. Ah, tu parles de Tadej. Tadej Pogačar 24 ans, Vingegaard 26 effectivement. Voilà. Pascal, t'as tout à fait raison. On va revivre tiens un des grands duels de ce Tour de France, Pogačar Vingegaard, avec une des attaques qu'on a choisi avec au commentaire Rémi Dos Santos, et puis une discussion qu'il y avait eu ensuite sur la domination des 2 coureurs. Aujourd'hui, ils sont un cran au-dessus de tout le monde. Il n'y a pas de honte à être 3e derrière ce duo-là. Geraint Thomas fait un très bon 3e l'année dernière. Que ce soit Jay Hindley, Carlos Rodriguez, un des frères Yates, ce sera un très beau 3e aussi. Et c'est déjà une belle perf en soi. C'est pas gênant parce que des duos qui ont martyrisé un Tour de France, on en a eu plein. Il suffit de remonter il y a à peine une petite quinzaine d'années, mais un petit peu moins. On avait Andy Schleck et Alberto Contador qui laminaient tout le monde aussi. Moi, je trouve pas ça embarrassant. On a 2 coureurs qui actuellement sont les meilleurs du monde dans ce domaine-là et qui prennent le dessus sur tous les autres, qui doivent prendre les miettes. On sait que pour l'instant, les 2 ils sont sur une autre planète. Il y a eux 2, les extraterrestres, et puis il y a le reste. Ouais, il y a des extraterrestres et puis il y a le reste. C'est ce que tu avais dit toi, Vincent Barthaud, à l'issue de cette étape au Puy-de-Dôme où ils avaient été au-dessus de tout. Qu'est-ce que tu retiens toi, Vincent, parmi les 4 propositions de ce Tour de France? Le duel Pogačar-Vingegaard, la domination de Philipsen au sprint, la victoire de Lafay ou les Français loin au général. Qu'est-ce que tu retiens? Oh non, je vais quand même retenir le duel Pogačar-Vingegaard, même s'il a été vite atténué avec le contre-la-montre, mais il y a quand même eu un moment d'espoir. On savait pas trop qui allait gagner, et puis en fait c'est vrai qu'on peut mettre aussi le classement des Français 9, 10, 11e. Voilà, mais on attendait tant un podium de Goduc, voilà, ça a été quand même un peu compliqué, mais on va rester sur le duel des 2 extraterrestres. Ouais, bah tiens, on va écouter justement David Gaudu qui a fini pas encore officiellement, mais qui finira dans le top 10 normalement de ce Tour de France avec des écarts, on vous le rappelle, absolument abyssaux. Aujourd'hui, au moment de s'élancer sur cette dernière étape, David Gaudu il est 9e à 23 minutes. Voilà. Et David Gaudu il avait fait un constat à un moment dans ce Tour de France, un constat d'impuissance face aux 2 monstres. On l'écoute. Je peux pas faire grand chose de plus niveau physique parce que je suis à 100% dans tous les cas, et je pense que j'ai comparé à Paris-Nice, je pense que ça monte 3 crans ou 5 crans au-dessus de Paris-Nice, donc je peux pas faire beaucoup plus physiquement. Mais on est à fond, on s'accroche, mais bon voilà, c'est comme ça. S'ils sont plus forts que nous physiquement, c'est qu'ils sont plus forts, et puis voilà. Ouais, et voilà, c'est un constat. Je suis pas tellement d'accord avec sa déclaration.
à Godu, parce que il y a un moment dans une étape, il pouvait pas suivre le peloton, ses équipiers qui l'ont attendu. Il peut pas être à 100% quand il se fait lâcher comme ça. Voilà, donc ils l'ont attendu et il a énormément de chance que le peloton s'est relevé et que l'échappée est partie. Autrement, ce jour-là, il pouvait prendre 20 à 30 minutes. Donc il peut pas dire qu'il était aussi fort que l'an dernier, c'est pas vrai. Ouais, a priori, c'est vrai qu'il y a eu de l'incompréhension autour de David Gaudu, qui était, on le rappelle, la meilleure chance française dans ce Tour de France, et qui termine 9e devant Guillaume Martin, dont on a très très peu parlé avant le Tour de France. Et Guillaume Martin qui est dans le top 10 au moment d'arriver du côté de Paris. Joseph Ruiz, qu'est-ce qu'on retient de ce Tour de France? Dans le sondage, on avait 4 propositions: le duel Pogacar-Vingegaard, la domination de Philipsen au sprint, la victoire de Lafay, et puis les Français loin du général. Alors je me suis levé de mon canapé pour la victoire de Lafay, qui démarrait bien le Tour de France. Maintenant, à la fin du Tour de France, c'est vrai que c'est compliqué de ne pas choisir autre chose que ce duel entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. Le duel, c'est quelque chose qui marque dans le Tour de France, et les copies Bartali, et puis dans ce qu'on a vécu de manière un peu plus récente, le Armstrong Ulrich, le Schleck Contador, voilà, en 2010-2011, ça c'est des duels voilà, qui ont fait bien évidemment l'histoire du Tour de France. Après, bon, pour le Armstrong Ulrich, pour des mauvaises raisons aussi, mais à la fin, ça a été des émotions ponctuellement. Et c'est vrai que ce duel Pogacar-Vingegaard nous a tenu en haleine, avec la minute perdue par Pogacar au tout début, par Vingegaard au tout début, par Pogacar au tout début, puis Pogacar qui grappille toujours un petit peu plus, son attaque incroyable dans Cauterets, les regards qui se sont lancés dans le Puy-de-Dôme, et puis ce côté accrocheur de Tadej Pogacar. C'est vrai que ces deux-là sont peut-être en train de nous offrir un duel qui peut s'inscrire dans l'histoire, et qui s'inscrit déjà un petit peu avec un 2 partout. Voilà, et maintenant on attend la belle. La belle, peut-être sur la Volta, ou peut-être l'année prochaine sur le Tour de France. J'espère, effectivement. Je suis d'accord avec Pascal quand il dit que Pogacar est en train d'apprendre, qu'il a 24 ans, et que faut pas penser qu'il est si loin que ça de Jonas Vingegaard, en espérant qu'il y ait un peu moins de contre-la-montre les prochaines années, on va dire, mais moins de 22 km, c'est compliqué. Il faisait 22 km. Mais la puissance de Vingegaard risque quand même de mettre un sacré coup au moral à tous ceux qui espèrent gagner le Tour de France un jour. Ouais, moi j'ai choisi la victoire de Victor Lafay. Quelle victoire exceptionnelle, 15 ans après pour la Cofidis. On vous propose de la revivre. C'était au commentaire Rémi Dos Santos. On pense à Simon Yates, qui certes ne sont pas les meilleurs sprinteurs, mais qui peuvent tenter quelque chose, et c'est Victor Lafay qui est en train de sortir sous la flamme rouge sur la droite de la route. Il a pris sa chance, le Français. Il avait des regrets hier, alors il tente, mais tout de suite on a engagé le combat du côté des Jumbo. Il a pris une petite dizaine de mètres d'avance. Victor Lafay, c'est énorme ce qu'il est en train de faire, parce qu'il est en train de faire le trou. Victor Lafay, il est peut-être en train de réaliser quelque chose de grand, le coup du kilomètre pour le Français de la Cofidis. Hier, il était dans les roues de Vingegaard, de Pogacar. Il est en train de faire ce qu'il faut dans ce final sinueux. Il reste 500 mètres désormais. Victor Lafay qui est en train de tenir pour l'instant, qui a 15-20 mètres peut-être d'avance sur les Jumbo. On va évidemment lancer Wout van Aert, le TGV belge, qui va se lancer, mais pour l'instant Victor Lafay, il tient le choc. Il est le long des balustrades sur la gauche de la route. Il est fort. Il va essayer de tenir 250 mètres seulement. Victor Lafay, peut-être la première victoire française de ce Tour de France 2023. Il est en train de tenir. La télé, ça écrase évidemment, mais Wout van Aert vient de lancer avec Pogacar derrière. 100 mètres seulement. Il est en train de se faire attraper, Victor Lafay, qui va l'emporter. La victoire de Victor Lafay, le coup du kilomètre. Magnifique succès. Il est parti sous la flamme rouge. Il a tenu, il a résisté à la Jumbo et la Cofidis, qui n'avait plus gagné sur le Tour depuis 15 ans, depuis Sylvain Chavanel en 2008, qui vient l'emporter grâce à Victor Lafay. Quelle attaque! Il est parti du bout de l'arrière du groupe et il a tenu. Il a fait un kilomètre à bloc. Exceptionnel numéro de Victor Lafay. Ah, quelle victoire, quelle victoire. On n'a pas pu retenir son cri, Alexandre Priam. Non, là c'était trop beau, c'était vraiment trop beau. Et puis toi, Quentin, tu as choisi Jasper. Voilà, j'ai choisi Jasper Philipsen, qui a ultra dominé le sprint cette année. Il avait des choses à prouver, justement, peut-être aussi suite au documentaire Netflix. Peut-être qu'il a été piqué un petit peu dans son orgueil. On se souvient notamment l'année dernière, quand il célèbre un sprint qu'il a gagné, mais il y avait déjà quelqu'un qui était arrivé avant lui. Voilà, il avait une étiquette à enlever, et
Il est arrivé et à tel point peut-être qu'il a même tellement dégoûté les autres équipes de sprinters que il y a d'autres équipes qui ont laissé partir et il y a des baroudeurs qui sont imposés, notamment cette semaine là où c'était promis à des sprinters et au final il y en a qui sont imposés en solitaire. Donc voilà, Jasper Philipsen qui archi domine le sprint et qui va peut-être encore signer une 5e victoire aujourd'hui, qui sait, enfin ce sera peut-être à voir dans les oreillettes de certains. On verra dans les oreilles dans un instant, mais on revient un des grands succès de Jasper Philipsen avec un certain Vincent Barton au commentaire. C'est Groenewegen avec qui est là avec quel talent. Avec Christophe et Will, il y a aussi Mathieu Van Der Poel qui est sur le côté, mais c'est Jasper Philipsen qui est très bien lancé, c'est lui le maillot vert du Tour de France. Il gagne aujourd'hui à Moulins sa 4e victoire du Tour, c'est le meilleur sprinter du peloton. Il gagne. Et oui, le meilleur sprinter du peloton. Est-ce qu'il sera aujourd'hui là pour s'imposer? On va faire évidemment les oreillettes dans un instant sur Sud Radio. Vous avez choisi, puisque vous avez participé à ce sondage, près de 300 votants. Les Français l'ont en général, vous le retenez à 51%, le duel Pogacar-Vingegaard à 38%, la domination de Philipsen à 3% et puis la victoire de Lafay à 8%. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio, les oreillettes et l'arrivée sur les champs. À tout de suite. Sud Radio fait son tour de France, la dernière étape. On est sur les Champs-Élysées, 17 km de l'arrivée avec Vincent Barteau, Pascal Chanteur, Quentin Cavanis et Joseph Ruiz. Et vous au 0826 300 300. On va essayer de déterminer qui va s'imposer. C'est l'oreillette. Sud Radio fait son tour de France. Dans l'oreillette. Ici Clarence, à vous, terminé. Itinéraire, je te capte plus là. Roger. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Allô. Félicitations, 9 bons pronostics sur 11 dimanche dernier. L'oreillette, et c'est une oreillette aujourd'hui qui sera intéressante puisqu'on rappelle, il y a un groupe en tête pour l'instant qui a 15 secondes d'avance sur le peloton. Dans votre oreillette, on vous dit qui? Vincent Barteau, dans ton oreillette, on te dit qui? Vincent Barteau, es-tu avec nous? Pascal Chanteur, dans ton oreillette, on te dit qui? Ah, Vincent, t'es là, j'ai l'impression. Vu que j'ai été tellement bon sur ce Tour de France dans les pronostics, je dirais Ciccone. Non, je rigole. Non, je vais me mouiller, je vais dire Philipsen. Attends, il est où, Miro? Jasper Philipsen, donc pour Pascal Chanteur, pour l'oreillette de Pascal Chanteur. Est-ce que Vincent Barteau est de retour? Oui. Pedersen, j'ai dit Pedersen, vous n'avez pas entendu, mais je pense Mats que normalement... Pedersen. Ah, j'aime beaucoup. Et tu sais quoi? Je dis Mats Pedersen aussi. Voilà, je prends le risque. Je ne serai pas le seul con si on perd. Voilà, on sera deux. Joseph Ruiz, dans ton oreillette, on te dit qui? Et on me dit Brian Cocard dans mon oreillette, Alexandre. J'ai envie de vibrer un peu, j'ai envie d'une deuxième victoire française. Une troisième victoire de Cofidis. Ouais, mais il a plus Renard pour l'amener, par contre. Ah, il a plus Renard pour l'emmener, mais c'est un sprint qui lui correspond, les Champs-Élysées. Ça monte un peu, il a envie. Cavendish n'est plus là. Il y en a d'autres qui sont plus là. Caleb Ewan n'est plus là. Jacobsen n'est plus là. Il y en a moins. Il y a de la place pour Brian Cocard. J'ai envie de vibrer. Ce sera pour Brian Cocard. Ce serait beau. Ce serait incroyable. C'est plus arrivé depuis Jean-Patrick Nazon. C'est comme ça. Moi, je vais faire les deux pour toi. Là, oui, tout à fait, Vincent. Quentin Cavanis, dans ton oreillette, on te dit qui? Pourquoi pas un Dylan Groenewegen, par exemple, ou un Jordi Meus? Non, moi, je vais me la jouer français aussi, et Laporte. Voilà. Laporte, sortie de nulle part, vous allez voir. Laporte sortie de nulle part, sortie de l'oreillette de Quentin Cavanis. Exactement. Pas de nulle part. Tu vas voir. Au kilomètre. Voilà nos favoris pour cette arrivée. L'arrivée, c'est dans un instant sur Sud Radio. Une petite pause et on vit les 13 derniers kilomètres ensemble. À tout de suite. Sud Radio fait son Tour de France avec la dernière étape sur les Champs-Élysées, la 21e et le sacre à venir de Jonas Vingegaard. Mais qui va s'imposer dans cette dernière étape? On a tous misé sur des sprinteurs, mais pourtant il y a toujours une échappée qui existe à 17 secondes devant le peloton. Joseph Ruiz, on est avec Vincent Barteau, Pascal Chanteur. Il reste 13 km. Et oui, 13 km avant ce sprint potentiel des Champs-Élysées. 3 hommes en tête. Nelson Oliveira de la Movistar, Simon Clark pour Israël
Israël et Frédéric Frison pour la Lotto. Ils ont 17 secondes d'avance. En tête du peloton, on a vu un homme d'Intermarché qui a pris le peloton et la poursuite. On a vu un homme d'Alpecin, les équipiers de Jasper Philipsen, qui ne mettent pas énormément de coureurs pour cette poursuite, qui sentent qu'il n'y a pas vraiment besoin d'aller contrôler ces 3 hommes de 20, 3 hommes qui n'ont pas vraiment brillé pendant ce Tour de France. Ils ont pris une échappée chacun, 0 même pour Fred Frison, et ils devraient aller les chercher, mais pour le moment il n'y a pas un vrai groupe de costauds qui sort pour véritablement mettre en danger ces équipes de sprinters qui semblent pour le moment en bonne position pour se diriger vers un sprint massif. Un sprint massif, c'est ce que tu prédis toi, Joseph. Vincent Barthaud, on a fait on est sur la fin de cette étape. Il restera encore un passage, c'est ça, si je me trompe pas. La cloche n'a pas encore retenti. Vincent Barthaud. Vincent qu'on entend de moins en moins bien. Pascal Chanteur, t'avais. On te parle. Oui, non, il doit rester une boucle et tout, mais à noter qu'il commence à pleuvoir sur les champs, ça goutte un petit peu. Oui. Donc attention, si jamais ça tombe de plus en plus fort, pour l'instant ça va, mais on reçoit des gouttes quand même. Oui, ça peut avoir son intérêt. Est-ce que ça peut modifier la potentielle chasse du peloton? Est-ce que ça peut réduire? Alors déjà, ce que ça change, c'est que les temps, s'il commence à pleuvoir sur les Champs-Élysées, les temps sont arrêtés au niveau du prochain passage sur la ligne. C'est-à-dire que si, par exemple, Jonas Vingegaard a un problème mécanique, eh bien, ce ne sera pas à 3 km de l'arrivée, ce sera au niveau du dernier passage sur la ligne. Ouais, ça change quand même pas mal de choses. Pascal Chanteur, l'arrivée de la pluie, c'est de nature à vraiment perturber cette fin d'étape, ou c'est encore trop léger? Pascal Chanteur. Excusez-moi, je vous ai pas entendu. Cette arrivée de la pluie, est-ce que c'est de nature à modifier cette arrivée aux Champs-Élysées, ou c'est trop léger? Mais qui vous a dit qu'il pleuvait? Vincent Barthaud. Ouais, mais parce que je sais pas, c'est de la bière qui pleut, mais. Non. Il pleut un petit peu. Où je me trouve, il pleut un petit peu, effectivement. Ah bon. Ben nous, à la Concorde, il pleut pas, donc ça arrive. Ça arrive. Ils sont à 10 mètres l'un de l'autre, c'est ça qu'il faut savoir. Le règlement est simple. À partir du moment où il pleut sur les Champs-Élysées, il y a neutralisation du temps du classement général qui est effectué. Mais pour le gain de la victoire d'étape, la course continue. Voilà. On l'a déjà dit, ouais. Ouais, exactement. C'est ce que disait Joseph il y a un instant, Vincent Barthaud et Pascal Chanteur qui sont comme des chiffonniers là sur Sud Radio. Ils sont comme Julien Alaphilippe et Julien Alaphilippe qui tente encore de sortir dans la roue d'un EF Drapac, et on voit le trio là qui était devant avec Oliveira, Clark et Frison qui vont bientôt être repris par le peloton, et on voit un groupe de contre en train de sortir. La Drapac, putain, ça fait un moment, Joseph. Hein. Ah oui, le F Drapac, il y a Physi Post. Ah oui, j'étais resté sur le F Drapac. Ça a pas mal changé depuis. Ouais, bienvenue en 2012. Ils ouvrent. Comment c'est Vincent Barthaud, il parle à ses amis. Quentin Cavendis, il faut gérer le micro de Vincent Barthaud. Est-ce que 4 hommes qui sont partis en compte d'ailleurs: Magnus Cort Nielsen, Julien Alaphilippe, Oliver Nassen et Nils Seekoff. Est-ce que les 3 qui sont devant, Nelson Oliveira, Simon Clark, Frédéric Frison, est-ce que ce sont des coureurs rapides en cas d'une arrivée en petit comité, même si on n'y croit pas trop, C'est pour moi la question, ok. De toute façon, ils vont être rattrapés. Et puis Simon Clark potentiellement effectivement a une pointe de vitesse qui est intéressante. Après, il va falloir qu'il s'accroche avec ce groupe de 4 coureurs qui est venu un peu grossir leur rang avec Cort Nielsen, Alaphilippe, Nassen et Eekhoff. Et en cas d'arrivée avec ces 7 là, si véritablement ils arrivent à faire une différence, ce qui risque encore une fois d'être compliqué, on a un Magnus Cort Nielsen qui a sans aucun doute la meilleure pointe de vitesse. C'est Julien Alaphilippe qui peut venir s'immiscer, et on le rappelle, le dernier vainqueur sur les Champs-Élysées s'appelle Jasper Philipsen, et Jasper Philipsen, pour le moment en tout cas, semble le mieux parti pour doubler la mise. Oui, Pascal Chanteur, si d'aventure on veut faire un coup énorme, où est-ce qu'on doit attaquer sur cette boucle des Champs-Élysées, alors qu'on va bientôt attaquer la dernière boucle, justement le dernier passage? Écoutez, moi j'ai eu la chance d'être très souvent échappé sur les Champs-Élysées, et j'ai jamais trouvé la solution.
Donc en général c'est toujours au niveau juste un petit peu avant le comment ça s'appelle, le passage auprès de comment ça s'appelle, du tunnel, des Tuileries, voilà, du Louvre. Et je pense que c'est là qu'on doit attaquer sur le côté opposé à l'avenue de Rivoli, et essayer, ou alors le dernier kilomètre pour les très très costauds. Mais c'est toujours très difficile, ça roule toujours très vite. Vous savez, vous montez, il faut savoir que les Champs-Élysées, pour les spectateurs, pour nos auditeurs, ils pensent que c'est tout plat. Les Champs-Élysées, c'est un gros plat montant, et vous montez quand même pas loin de 50 km/h. À pas loin de 50 km/h le on monte plus vite en vélo qu'en voiture, hein. Bien sûr. Et vous descendez à plus de 72 km/h. Moi, je me rappelle, je montais à peu près à 50 et je descendais à 70-72 km/h. Et je faisais mettre un 54. Alors maintenant, c'est des braquets qu'ils ont l'habitude de mettre. Mais aujourd'hui, je ne serais pas surpris d'avoir des coureurs qui ont 55 ou 56 ans, vous voyez. Joseph Ruiz, on va bientôt passer le dernier passage, mais il y a une nouvelle attaque, cette fois-ci de la part d'un Ineos, c'est d'un Lotto Destiny. Jonathan Castroviero, Nelson Poles, et là il commence à vraiment y avoir des gros rouleurs qui commencent à essayer de sortir, parce que ce n'est personne d'autre que le super combatif du Tour, c'est Victor Campenart qui essaye de sortir, et là voilà, des grosses cuisses, c'est compliqué quand même de sortir. On est à plus de 57 km/h, on est lancé sur la descente de ces Champs-Élysées, et rappelons par exemple que Alexander Vinokourov, qui est le dernier à avoir gagné en solitaire sur les Champs-Élysées, s'était élancé à 3 km de l'arrivée dans la descente des Champs-Élysées. Il était sorti véritablement en costaud, Alexander Vinokourov, et là on sent bien que les coureurs de toute façon ont énormément de mal à sortir, et les Israël, pour Corbin Strong notamment, le sprinter d'Israël, qui sont 4 à faire le tempo devant le peloton, et les coureurs qui sont actuellement rassemblés en peloton. Personne n'essaie de sortir dans cette descente, c'est vraiment très très compliqué de sortir dans la descente, et les équipes de sprinters qui commencent à se rassembler. On voit les Intermarchés pour Binyam Girmay, on voit les Alpecin pour Jasper Philipsen. Pour le moment ils ont été discrets, les Alpecin, mais ils sont toujours un peu discrets dans la préparation des sprints, et puis ils arrivent d'un coup à 3 km de l'arrivée, ils gardent leur forme pour la fin de la course, et pour le moment on voit quelques coureurs tenter de sortir, mais c'est très 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 compliqué. Est-ce qu'on peut retourner vers Vincent Barthaud qui a vu rapidement le dernier passage de ce peloton avant le sprint, Vincent? Ouais, c'est très concentré, les équipes commencent à être stressées, surtout les équipes de sprinters. J'ai revu un retour assez intéressant de Van Der Poel, qui a été victime d'une crevaison il y a quelques instants, enfin il y a déjà pratiquement 3 tours, pas grand monde l'a vu, mais il est revu aux avant-postes et il va préparer le sprint pour Jasper Philipsen. Mais on est très très concentré là maintenant pour la victoire d'étape. Ouais, effectivement, avec 2 coureurs qui ont essayé de ressortir, suivis par 2 autres. Alors il y a de nouveau un EF, il y a aussi un Movistar, Joseph Ruiz. Ouais, alors là effectivement c'est un peu compliqué de voir qui est en train de sortir, mais globalement ça essaye toutes les 2 secondes de sortir. Ouais, exactement, on a vu Tim de Klerk tenter pour la Soudal, Pascal Enkorn tenter de sortir, mais ils prennent pas plus de 5 mètres d'avance. En gros, on a la Lotto et la Soudal, les 2 équipes belges qui font tout pour tenter de sortir. IF aussi est très présent pour tenter de sortir, alors qu'on voit des nouvelles attaques. Alberto Bettiol qui a été transparent sur ce Tour de France et qui là essaye de sortir, et avec Gorka Izagirre pour la Movistar qui a tenté sa chance, Rémi Cavagna aussi, le français de la Soudal, qui est un des coureurs qu'on attend potentiellement pour sortir en solitaire. Et pour le moment il tente et il rejoint Alberto Bettiol et Gorka Izagirre, et il contre Rémi Cavagna, et Rémi Cavagna, et là il a pris 10 mètres d'avance, 5 mètres d'avance, et il essaie de sortir Rémi Cavagna en costaud. On est à 4,3 km de l'arrivée. Si on se rapproche, ça peut être lui. S'il y en a un effectivement qui peut y arriver, ça peut être lui. Mais maintenant on voit les Israël, le team UAE avec Matteo Trentin qui roule très fort, la Lotto aussi qui essaie de prendre les bons coups, et encore une fois ça fait le yo-yo. Toutes les échappées n'arrivent pas à prendre le large, et les Israël qui sont très très présents. Est-ce qu'ils roulent pour Corbin Strong? Est-ce qu'ils tentent leur chance? C'est pas très clair pour le moment, mais là ça remonte un petit peu. On était dans la descente des champs, 4 km de l'arrivée, et ça s'agite véritablement sur ce Tour de France.
Et on va arriver bientôt sur la Concorde, on va longer la Seine sur le quai. Et pour Pascal Chanteur, c'est le meilleur endroit où attaquer. Vincent Barthaud, un dernier point là, avant le sprint. On se dirige comme prévu vers une arrivée groupée. Vincent et Pascal. Oui, on se dirige forcément vers une arrivée groupée. Après, c'est toujours très difficile de sortir. Il faut vraiment avoir 100% de chance pour que un coureur seul arrive de sortir. Là, franchement, ça va être très très compliqué. Ça roule vraiment quand même très très vite et on devrait assister à une arrivée groupée au sprint. Pascal Chanteur, le dernier mot avant le sprint. Non, je suis d'accord avec Vincent. Là, je pense que les sprinters ont pris les choses en main. Les équipes de sprinters sont encore bien homogènes. Donc, non, Vincent a tout à fait raison. Et on longe la Seine désormais. Joseph Ruiz, c'est le meilleur moment pour attaquer s'il doit y avoir une attaque. Ouais, on vit les 3 derniers kilomètres en direct sur Sud Radio en intégralité. On a vu le peloton se scinder en deux. Ça y est, les Jumbo par exemple se sont complètement relevés. Donc potentiellement, on peut imaginer que les temps ont été neutralisés parce qu'il y a eu un peloton qui s'est scindé en deux et Jonas Vingegaard et ses équipiers qui semblent être dans ce deuxième peloton. Et là ça va être très très compliqué de sortir. On a vu les Jayco pour Dylan Groenewegen mener tambour battant à plus de 60 km/h. Les Bora sont passés, les Uno X sont passés et là on a les Lidl Trek. Jordi Meeus, attention. Jordi Meeus potentiellement, il essaye depuis le début du Tour de France de s'immiscer dans ses sprints finales. Il n'a jamais véritablement réussi à obtenir les places qu'il souhaitait et là ils sont en train de passer dans le tunnel des Champs-Élysées, arrivé à 2 km Alexandre Priam. Ouais, arrivé à 2 km effectivement et c'est toujours très très groupé sur cette arrivée, Joseph, avec les trains qui se mettent en marche. Et oui, et on voit les Cofidis qui sont très présents à l'avant de ce peloton. On le rappelle, un Français n'a plus gagné depuis la victoire de Jean-Patrick Nazon et les Cofidis qui essayent de mener le peloton alors qu'on est en train de se congratuler dans le groupe maillot jaune effectivement, mais c'est à l'arrière du peloton. 1,2 km de l'arrivée. Et là, les Jayco qui sont très présents pour Dylan Groenewegen. Dylan Groenewegen qui, depuis le début du Tour de France, n'arrive pas à prendre le dessus sur Jasper Philipsen. Et là, on voit les Alpecin, ça y est, arriver en tête de peloton. Alors que ça frotte entre les Lidl et les coureurs de Jasper Philipsen. Ça joue des coudes véritablement. C'est très très tendu dans ce peloton. 1 km de l'arrivée, on passe la flamme rouge. La flamme rouge effectivement, et ce duel qui semble se dessiner entre Jasper Philipsen et Mats Pedersen, Joseph Ruiz. Et oui, et on voit Mohoric tenter de s'avancer devant ce peloton et là ça va être très compliqué. On est en train de chercher Jasper Philipsen, c'est très très tendu. On est lancé à plus de 52 km/h et voilà, on est en train de rentrer dans la dernière ligne droite des Champs-Élysées. Allez, la dernière ligne droite des Champs-Élysées avec l'arrivée commentée dans un instant par Joseph Ruiz et ça va être une arrivée groupée avec Jasper Philipsen en favori. Ah ouais, Jasper Philipsen qui est, ça y est, dans la roue, le maillot vert de Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel, ça y est, il a lancé 60 km/h et on voit Mats Pedersen qui essaye de prendre la roue de Jasper Philipsen, mais c'est Dylan Groenewegen qui a réussi à prendre la roue et voilà, c'est lancé. Mathieu Van Der Poel qui lance. Mathieu Van Der Poel, ça y est, il s'est rangé. Jasper Philipsen dans la roue de Dylan Groenewegen. Jasper Philipsen semble être le plus fort. Est-ce qu'ils vont sauter? Jasper Philipsen, Mats Pedersen, c'est très très compliqué. Personne n'a pu lever les bras entre Jasper Philipsen et Mats Pedersen. On va sans doute être à la photo finish alors qu'on a Jordi Meeus aussi. Peut-être Jordi Meeus aussi. Oh là là, mais quelle arrivée incroyable. Je crois que c'est Jordi Meeus. Potentiellement. Mais peut-être aussi Mats Pedersen. C'est très compliqué, il va falloir la photo finish là. C'est Jordi Meeus ou Jasper Philipsen. De toute façon c'est un des deux, mais il semblerait qu'à la photo finish ce soit Jordi Meeus. Mais il est sorti très tard Jasper Philipsen de la roue de Van Der Poel. Mais voilà, le sprint des Champs-Élysées tous les ans, c'est quelque chose de très différent. Il y a toujours des surprises sur le Tour de France et on a vu un Dylan Groenewegen sortir de la roue de Jasper Philipsen. Jasper Philipsen finalement être un peu bloqué dans la roue, un peu à la manière de Wout van Aert par exemple quand il a été bloqué par la porte. Et on a vu 4 hommes arriver comme des bœufs. Ça m'a l'air d'être Jordi Meeus qui va gagner sur la ligne des Champs-Élysées. Et Jordi Meeus, le coureur de la Bora, qui se tourne vers un peu tout le monde. Il sait pas vraiment regarder et il se demande est-ce que c'est moi? Philipsen qui a l'air de faire signe de la tête, c'est toi.
à Jordi Meeus. On a bien l'impression. C'est Jordi Meeus. Incroyable, Jordi Meeus. On les voyait près, la Bora, incroyable. Jordi Meeus, il a cassé les pronostics, il a pété les oreillettes. Jordi Meeus, le Belge, il a fait un coup énorme et il a été bien aidé aussi par Jasper Philipsen qui avait été totalement empêché de sprinter par Dylan Groenewegen qui était devant lui. C'était pas très bien placé, il a lancé un peu tard Jasper Philipsen et Jordi Meeus qui a fait sauter tous les favoris sur la ligne. Incroyable arrivée. Pascal Chanteur, Vincent Barthaud. Pascal, je viens vers toi. Jordi Meeus, c'est une surprise. Ah oui, une véritable surprise. Écoutez, c'est bien ce que j'avais prédit. Il a été mauvais du début à la fin de Tour de France dans les pronostics. Donc félicitations à lui. Superbe sprint, grandiose. Ouais, incroyable. Je crois que c'est Danny Van Poppel qui l'a bien amené. Il me semble que c'est lui, son poisson pilote dans cette équipe de la Bora-Hansgrohe. Jordi Meeus, incroyable. Vincent Barthaud, on n'aurait pas mis un copec. Faut être honnête, notre oreillette n'a encore une fois pas marché. Oui, non, mais ça a quand même été serré avec Pedersen, avec Philipsen et puis le gars de la Bora. Mais c'est vrai que Philipsen s'est bien fait emmener par Van Der Poel, mais il a tardé à déboîter. Il a été un petit peu gêné et voilà, l'autre arrive de derrière avec l'aspiration et c'est lui qui gagne. Mais ça a été un magnifique sprint quand même. C'est absolument incroyable ce qui s'est passé parce que en fait Jordi Meeus on ne le voit vraiment que dans les 50 derniers mètres. Il est le long des balustrades sur la droite et finalement il se décale complètement vers la gauche de la route parce que sur la droite c'est complètement bloqué et il fait 50 derniers mètres grâce à l'aspiration mais aussi des jambes de feu. Jordi Meeus, faut le dire, le coureur de la Bora qui finalement fait 50 mètres absolument incroyable et qui va chercher une victoire magnifique. Voilà, Jordi Meeus remporte la dernière étape du Tour de France. Alors là, c'est une surprise incroyable, mais quel sprint de la part de Jordi Meeus. Ouais, et d'ailleurs, quand on regarde un petit peu les pronostics ce matin, il y avait un doute à la Bora sur qui allait sprinter entre Danny Van Poppel et Jordi Meeus. A priori, Danny Van Poppel a emmené plutôt le Belge, si j'ai bien compris, Joseph Ruiz. Eh ben oui, alors il a préparé en fait avec Jordi Meeus ce sprint, mais finalement Jordi Meeus assez rapidement a dû se débrouiller tout seul parce que ça a vraiment joué des coudes. Et quand on regarde cette arrivée-là, on se rend compte que Jordi Meeus a dû jouer tout seul, a dû prendre des roues et si je me trompe pas, Jordi Meeus il était quelque chose comme 10e dans la roue de Mats Pedersen à 200 mètres de l'arrivée et quand Van Der Poel lance pour Jasper Philipsen, Jordi Meeus il est tout simplement 10e dans la roue de Brian Cocard et puis Jordi Meeus il commence à aller par la droite, il voit que c'est bloqué. Il est allé ensuite dans la roue de Mats Pedersen, il a choisi Mats Pedersen en fait. Il a fini par choisir la roue en fait qu'il trouvait un petit peu et puis il s'est dit pour passer Mats Pedersen, qu'est-ce que je dois faire? Je dois passer par la gauche. Allez, c'est parti. Mais il a vraiment décalé à la dernière seconde un sprint à 68 km/h. Faut se rendre compte un peu des performances de ces coureurs-là et Jordi Meeus donc qui va l'emporter. Incroyable victoire pour Jordi Meeus, première participation au Tour de France à 25 ans pour le coureur de la Bora-Hansgrohe, un palmarès intéressant, 3e du Tour de Murcie, il a gagné le circuit de Wallonie cette année il fait aussi deuxième de la Flèche de Heist, il a fait 5e du Tour de Grande-Bretagne, il a gagné la 5e étape du Tour de Grande-Bretagne en 2022, il a gagné Paris-Bourges en 2021, mais c'est quelqu'un qui n'a jamais gagné sur un grand tour. C'est sa première victoire sur un grand tour. Il n'avait participé qu'une seule fois à un grand tour, c'était le Tour d'Espagne en 2021. Là, il vient d'entrer dans une nouvelle sphère que Jordi Meeus. Son meilleur classement mondial UCI, c'est 87e en 2021. Sinon, il a toujours été au-delà de la 100e place. C'est un coureur moins connu, mais qui gagne à le devenir, Joseph Ruiz. Sans doute, il a profité notamment d'un Sam Bennett qui est l'habituel sprinter de la Bora, mais qui avant le Tour de France n'a tout simplement pas été au niveau attendu par les managers et la direction sportive de la Bora et il a été emmené, on sait que Danny Van Poppel est l'un des meilleurs lanceurs du monde, mais les jambes n'étaient pas là pour Jordi Meeus pour aller chercher la victoire. Jusque là Jasper Philipsen était le meilleur et puis voilà, il s'est présenté sur ce Tour de France. Jordi Meeus, effectivement, ce n'est pas un coureur qui est le plus connu. Sans doute que certains regarderont ce classement en disant mais qui est Jordi Meeus? Voilà,
on connaît l'expression dans le rugby, présentez-vous, et bien voilà, Jordi Meeus s'est présenté aux observateurs du Tour de France, et la joie, elle est absolument démentielle, parce que cette équipe de la Bora, finalement, elle était partie sur ce Tour de France avec une ambition de podium avec Jay Hindley. Très rapidement, ils n'ont pas pu aller la chercher parce que Jay Hindley, lui aussi, a finalement assez rapidement explosé en fin de deuxième semaine. Et puis là, Jordi Meeus qui vient apporter une très grande victoire. Moi, je vais pas le cacher, l'équipe de la Bora, elle était dans mes avertissements potentiels sur ce tour-là, parce que ils n'avaient pas de victoire d'étape hormis celle de Jay Hindley, mais sur la suite, ils ont un peu explosé. Et puis là, on voit une joie qui est sincère pour Jordi Meeus, qui peut potentiellement devenir l'un des meilleurs sprinteurs dans les prochaines années, et qui sur le gong vient taper quand même 3 grands noms du sprint avec Mats Pedersen, Dylan Groenewegen et Jasper Philipsen. Et quand on reprend les résultats de Jordi Meeus sur ce Tour de France, l'arrivée à Bayonne, il fait 7e, l'arrivée à Nogaro 15e, l'arrivée à Bordeaux, il fait 6e, l'arrivée à Moulins, il fait 11e, l'arrivée à Bourg-en-Bresse, il fait 7e. C'est-à-dire qu'il, sans être radical, il n'a jamais vraiment été invité, Jordi Meeus, et aujourd'hui il s'est invité à la table, il a posé les couverts, il a dit: votre plat est délicieux, monsieur, c'est les Champs-Élysées. Et incroyable ce que vient de faire Jordi Meeus, absolument incroyable, et on en parle dans un instant sur Sud Radio. On vient de vivre une surprise sur Sud Radio avec la victoire lors de la dernière étape du Tour de France sur les Champs-Élysées d'un Belge, Jordi Meeus. Joseph Ruiz, le top 10 de cette étape, et on le répète, c'est une surprise de voir le sprinter de la Bora-Hansgrohe battre Pedersen, Groenewegen et surtout l'immense favori Jasper Philipsen. Oui, effectivement, et donc on a un Jordi Meeus qui à la photo finish est allé chercher cette victoire, Jordi Meeus, mais on ne s'y attendait pas, on va pas se mentir, alors que le serveur du Tour de France a sauté, pour ne rien vous cacher, donc j'essaye de choper PCS notamment, le Pro Cycling Stat a explosé en vol, mais j'ai le top 10. En numéro 1, Jordi Meeus devant Philipsen et Groenewegen. En 4, Mats Pedersen. 5, Kesbol. En 6, Guirmet. En 7, Kokar. Varenskjold en 8. 9e, Strong. Elle est là. Bravo Quentin. Et puis en 10, Mozzato, tiens, le coureur italien. Corbin Strong et Israël qui a beaucoup roulé pour une 9e place, forcément décevant pour Corbin Strong et Israël. Première tech. Sans plus attendre, on va aller sur le conseil de classe de cette étape-là, précisément de cette étape-là. Et c'est de nouveau un conseil de classe. Sud Radio fait son tour de France. Le conseil de classe. La musique. La dernière fois cette année qu'on entendra cette musique pour vivre le conseil de classe de ce Tour de France et l'arrivée, donc on décerne ces avertissements, ces compliments, ces félicitations, mais juste sur cette dernière étape. On rappelle évidemment, Jonas Vingegaard a remporté le Tour de France, mais c'était déjà connu. Vous connaissez un petit peu la machine de ce Tour de France. La dernière étape est promise aux sprinteurs. Il n'y a généralement pas d'écart au classement général. On va donc se concentrer sur cette ultime étape sur les champs avec les avertissements, les compliments, les félicitations, et on attaque les avertissements. Il n'avait pas non plus un talent démesuré. J'arrive pas à croire que t'aies fait ça. Je me méfie de vous, parce que les réactions comme ça, en pleine inspiration, ça peut nuire. Espèce de grenache. Sud Radio fait son tour de France. Ça fait chagrin. Attention. J'ai pas réfléchi. Oui, alors surtout réfléchissez pas vous, parce que c'est là que c'est une catastrophe. Eh oui. Les montages de Quentin Cavani toujours avant les vacances pour notre réalisateur. Avertissement à qui aujourd'hui? À quelle équipe? Pascal Chanteur, quelle équipe est passée à côté de cette dernière étape? Et pourquoi la Alpecin? Non, j'en sais rien, mais je suggère. Bon, les copains, on a tous un esprit d'équipe. Et moi, je me sens pas là aujourd'hui de décerner des bons points, des mauvais points à qui que ce soit. Moi, je les félicite tous parce que finir un Tour de France, c'est exceptionnel. Et aujourd'hui, je ne décernerai que des bons points à tous les coureurs du Tour de France 2023 parce qu'ils nous ont offert à tous un magnifique spectacle pendant tout ce Tour de France. Donc bravo à eux tous et j'en terminerai là.
D'accord, Pascal, écoute, comme tu le souhaites. Vincent Barthaud, quelle équipe est passée à côté pour toi aujourd'hui dans cette dernière étape? Probablement une équipe de sprinters. Oh, écoutez, oui, un peu Alpecin, il a été Pedersen, il a été un peu essoufflé sur le final, voilà, mais on va pas reprocher à Philipsen, pardon, on va pas reprocher à Van Der Poel d'être un petit peu moins frais qu'au tout début de tour. Il a essayé d'emmener au mieux possible, mais voilà, ça a été un peu compliqué, donc ouais, voilà. Joseph Ruiz. Je reconnais que les favoris sur cette dernière étape, c'était l'Alpecin. On les a vus tenter encore une fois un peu ce jeu un peu dangereux de se montrer assez tard, ne mettre qu'un seul homme dans la poursuite, contrôler, ça ils l'ont bien fait. Il y a eu une arrivée au sprint, mais on a vu finalement que peut-être le lancement de Van Der Poel a été assez lointain, qu'il a lâché là où il fallait Jasper Philipsen. Encore une fois, Van Der Poel a prouvé qu'il était le meilleur lanceur du monde, mais cette fois-ci Jasper Philipsen n'a pas su convertir ce travail de son équipe, et on peut dire que Jasper Philipsen, sûrement, qui est un coureur très très exigeant, et c'est aussi pour ça qu'il va chercher 4 victoires, qui fait dans le bilan un très bon Tour de France, mais ne va pas être content parce que sa 3e semaine finalement, elle n'est pas ponctuée de victoire. 2 fois il a été battu sur cette 3e semaine, et une 3e fois ce soir, donc on peut imaginer qu'il est déçu. Et Dylan Groenewegen aussi, qui a souvent été présent dans les emballages finaux et qui encore une fois est battu à la photo finish. C'est un tour qu'il va sûrement lui-même considérer comme un échec, vu qu'il n'y a pas de victoire. Ouais, et Quentin Cabanis, tu as une contre-indication à cet avis-là? Alors, contre-indication, non, mais je vous trouve un peu dur. Il fait 2e parce qu'il se fait un petit peu piéger par Groenewegen, je trouve. Moi, j'aurais mis mes avertissements à Israël, justement, qui a beaucoup roulé pour seulement une 9e place. Comme ça a été très souvent le cas sur ce Tour de France, t'as raison, Quentin. Ouais, Corbin Strong qui a pas réussi à se placer, à fructifier le travail de son équipe Israël, première tech qui aura surtout brillé par Michael Woods. Place au compliment. J'en tiens. Comment est-il? Un champion du monde. Sud Radio fait son tour de France. Et tu donnes de l'amour, putain. Je crois qu'après avoir vu ça, Je t'aimerais toujours que tu fasses comme choix. on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Tu envoies du bois, mon pote. Tu peux devenir un king. Merci, je te remercie. Crois en toi comme moi, je crois en toi. J'ai envie de te checker. Et oui, et pourquoi pas. Très belle celle-là, Quentin Cabanis. Compliment à quelle équipe? On est sur les compliments, pas encore les félicitations, mais les compliments. Joseph Ruiz. Je vais aller pour les compliments pour Jordi Meeus, forcément premier Tour de France. C'est pas les félicitations, hein. Il y a félicitations qui est mieux que compliment, hein. Alors du coup, ouais, effectivement. Alors les compliments, c'est un peu compliqué, mais sur qui on peut aller sur les compliments, parce que c'est dur des compliments là, parce que pour la victoire, alors qui c'est bien qui a réussi à accrocher un podium. Ouais, mais pour moi c'est un échec, parce que Dylan Groenewegen doit aller chercher la victoire, forcément. Brian Cocard, lui, encore une fois, n'est pas sur cette photo finish. Mats Pedersen, c'est pas mal ce qu'il fait, mais Binyam Girma, il est 6e, et le Tour de France a tellement été moyen de son côté que c'est quand même compliqué d'aller. T'as le droit de dire personne, hein. Très sincèrement, j'ai du mal à mettre des compliments. J'ai du mal à mettre des compliments à quelqu'un. Je vais peut-être les mettre pour Mats Pedersen, voilà, qui termine bien ce Tour de France et qui va chercher la 4e place aujourd'hui. Mais Mats Pedersen avait une victoire d'étape, donc aujourd'hui c'est peut-être le moins déçu des présents dans le top 10 du général. Quentin Cabanis. Moi je vais les mettre à UAE, parce que Pogacar, encore une fois, il a animé la course. C'est lui qui a lancé en premier, qui a fait accélérer un petit peu cette étape. On était parti sur beaucoup de retard, et quand il s'est énervé, ça a fait rouler tout le monde. Donc voilà, moi mes compliments à Pogacar, qui a continué à nous prouver que c'était un mec plein de panache, et je pense que sa cote d'amour, au fur et à mesure où il se fait battre par Vingegaard, monte en flèche, et c'est pas pour me déplaire forcément. Vincent Barthaud, compliment à qui? On n'est pas encore aux félicitations, hein, on est aux compliments. Oui, moi je vais complimenter le vainqueur d'aujourd'hui, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Donc il y a les félicitations ensuite, hein. Oui, mais je vais féliciter quelqu'un d'autre. Ok, d'accord, très intéressant. Tu éveilles ma curiosité. Donc compliment à Jordi Meeus pour Vincent Barthaud. Écoute, avec grand plaisir. On va aller directement aux félicitations alors. Vous êtes notre roi. Sud Radio fait son tour de France. N'empêche que je suis une légende. Alors moi, il m'épate. C'est toi le roi.
tu es. De quoi il a l'air? Sérieux. J'avais pensé à autre chose, mais j'ose pas. Tu sais, je suis osé, allez-y. Monseigneur est beau. Eh oui. Vincent Barthaud, place à toi désormais. Donc félicitations à qui, puisque tu as mis les compliments à Jordi Meus. Ouais. Après, tu continues avec eux après. Vincent, qu'on va retrouver dans un instant. Vincent, est-ce que tu nous entends? Vincent est sur les Champs-Élysées. Félicitations à qui du coup, Vincent? Je vous entends. En félicitations, vous me dites, c'est ça? Oui. Je vais féliciter Vingegaard parce que c'est lui qui gagne. Voilà. On est obligé quand même de féliciter le vainqueur. Il n'y a pas de souci. Voilà. Très bien. C'était une curiosité apparemment du coup nécessaire que tu avais éveillé en moi, Joseph Ruiz. Eh bien aujourd'hui je vais féliciter, alors je vais laisser Jordi Meus, je pense à Quentin Cabanis ou à Pascal ou à toi Alex potentiellement, mais aujourd'hui je vais féliciter à la fin de cette étape, je vais féliciter un homme que j'ai beaucoup apprécié tout au long de sa carrière, qui parcourait son dernier Tour de France et qui va dire adieu. Cette fois c'est Tony Galopin. On a beaucoup parlé de Thibaut Pinot qui mérite ses honneurs, mais Tony Galopin aussi, une grande famille de cyclistes avec Alain Galopin aussi toujours présent pour répondre, une grande famille je vais dire le mot assez enfantin, mais une famille de gentils tout simplement, et une famille aussi de performants. Et Tony Galopin qui a déjà gagné une victoire sur le Tour de France, et c'était sur le Tour de France 2014, sacrée carrière de Tony Galopin, et il méritait au moins qu'on cite son nom à la fin de cette grande boucle. Oui, est-ce que tu as une petite mention à Peter Sagan, Joseph Ruiz? Est-ce qu'on pense aussi à la fin de ce monument? Bah oui, forcément, parce que vous savez, on parle beaucoup des Wout van Aert, des Mathieu Van Der Poel, des Julien Alaphilippe, mais qui ont changé la phase du vélo. Mais est-ce que Peter Sagan n'a pas été un précurseur dans cette manière de faire du vélo de manière différente? Et c'est vrai que sa signature chez la Total n'a pas été une totale réussite, on va pas se mentir, à l'image de ce Tour de France, mais on se souviendra de Peter Sagan, pas uniquement pour ce Tour de France et ces passages ratés, pour être clair, chez la Total, mais Peter Sagan est un immense champion, et Peter Sagan dans ces grandes années, notamment en 2016, restera comme un très grand monsieur, le triple champion du monde. Ouais, voilà, donc Peter Sagan qui quitte aussi la route du Tour. C'est quand même une page qui se tourne, Quentin Cabanis. Pour qui tu mets tes félicitations? Je vais logiquement les donner à Jordi Meus qui s'impose aujourd'hui. Personne l'a vu venir, en tout cas autour de la table, personne l'a vu venir. Et même je tiens quand même à dire qu'à 3 km de l'arrivée, j'ai dit, vous voyez quand même la Bora, elle roule beaucoup pour Jordi Meus. C'est vrai, non, mais ils étaient présents, mais c'est comme ça à toutes les étapes. Enfin, à 60 mètres de l'arrivée. Mais à ce moment-là, tu as dit, ils font ça souvent, mais ils sont jamais là au final. Ouais, mais à 60 mètres de l'arrivée, déjà, même encore à ce moment-là, on le mettait pas dans notre podium. Non, mais je crois que même à 10 mètres de l'arrivée, on savait toujours pas qu'il était là. Donc il s'est imposé au final. Et donc voilà, félicitations à lui et félicitations à la Bora qui a été chercher ce joli sprint sur les Champs-Élysées. Donc qui finit sur une belle note, son Tour de France. C'est quand même bien de le noter. Et puis il y aura pas de sprint sur les Champs l'année prochaine, donc il va rester dernier vainqueur sur les Champs pendant au moins 2 ans. Voilà, oui, c'est vrai. Puisqu'on ira du côté de Nice l'année prochaine. En dernier tour de table de ce Tour de France, Pascal Chanteur, Vincent Barthaud sont avec nous. Ce Tour de France était-il d'une belle cuvée, Pascal Chanteur? Ah oui, sans aucun doute. On l'a dit tout au long de ce Tour de France, des moyennes records, de la bagarre sur toutes les étapes, des coureurs qui avaient envie de fournir un beau spectacle à l'ensemble des suiveurs et des spectateurs et des téléspectateurs. Ils avaient envie d'en découdre et tout au long de ces 3000 et quelques kilomètres, avec beaucoup de montagnes, ils ont su relever le défi. Et comme je disais tout à l'heure, le Tour de France c'est d'abord avant tout une aventure humaine, et ils ont su enthousiasmer l'ensemble des amoureux du cyclisme. Donc bravo, et superbe Tour de France, superbe cuvée.
Superbe cuvée, c'est le mot choisi par Pascal Chanteur. Vincent Barthaud, rapidement, avant de te dire à l'année prochaine. Une belle cuvée, mais on aurait aimé quand même que Pogačar soit un petit peu plus au top, malgré qu'il ait eu cet accident. C'est dommage. Voilà, il a abordé un peu le tour, on le sait, un peu en retard, mais on a quand même eu des belles choses. Voilà, donc on espère que l'an prochain, il y aura encore de bons duels avec des nouveaux. J'espère qu'ils vont arriver, comme les Espagnols et autres. Donc on verra bien, mais voilà, on peut dire que ça a quand même été un beau tour. Et on peut dire aussi, on a tous été satisfaits avec Pascal de faire le tour avec vous. On a beaucoup de monde autour de nous ici sur les champs, parce qu'il y en a qui nous reconnaissent. Alors, on n'a pas toujours suivi un petit peu les trucs, mais encore une fois, très content d'avoir participé à ce tour-là avec vous, les gars. Merci beaucoup, c'est vrai qu'on s'est régalé. L'équipe est toujours là, présente année après année. Pascal Chanteur, Vincent Barthaud, Quentin Camenis, Rémi Dos Santos, Adrien Abadi. On pense aussi à Zachary Pilon avec Joseph Ruiz. C'est vrai que voilà, toute cette équipe-là, elle se retrouve et toujours avec beaucoup de bonheur quand la saison de rugby se termine, le Tour de France arrive et franchement, c'est juste une prolongation du bonheur et c'est toujours un très très grand moment qu'on vit sur Sud Radio. Joseph Ruiz, c'était une belle cuvée. Un duel magnifique, au moins pour commencer, à bloc dès le Pays Basque, des étapes qui ont été mémorables comme celle de Poligny, les images de Thibaut Pinot. Alors bien sûr, tout n'a pas été parfait, pas de victoire française, pas de podium au classement général, faudra encore attendre un petit peu, mais ce Tour de France a été différent et nous en a mis plein les yeux, on a eu de l'émotion et c'est peut-être le plus important au fond. Ouais, effectivement. Est-ce qu'on a une réaction de Thibaut Pinot, Quentin Camenis, très rapidement ou pas ? Non, on n'aura pas. Mais en tout cas, Adrien Abadi nous fait savoir que il est heureux de dire que c'est une très belle page de sa vie qui se tourne, et c'est aussi une page du cyclisme français qui se tourne. On se sera régalé dans ce Tour de France. Merci à tout le monde. Merci à vous qui avez été fidèles depuis le départ de ce Tour de France et puis depuis le début de cette saison sportive qu'on avait entamée en août dernier. C'est les vacances désormais et on vous souhaite un très très bel été. Bonne soirée à tous.